Un enchaînement de vidéos très surprenant, je sais là, je suis le premier, je me réveille dans mon lit, je suis surpris. On est passé de la vidéo la plus engagée, la plus politique de ma chaîne, peut-être la vidéo la plus importante, à moi là qui va vous parler du flow d'Inoxtag. Ah, des choix de vie. Et le pire, c'est que cette vidéo va sûrement faire 2 fois plus de vues que la précédente. Non mais cette moustache, c'est un hommage à Big Flo en 2017. En décembre 2020, je vous avais sorti le premier épisode du rap de youtubeurs. À ce moment-là, les youtubeurs, il y en avait pas mal qui s'essayaient à la musique de manière amateur ou certains même plus ambitieuse, professionnelle. Et à l'époque, j'avais parlé de Seb Lafrite, Mr V, de Squeezie, et du gars là qui est... Si, non, le mec qui a confondé la Carmine Corp là, tu sais, c'est... Il devient quoi, lui 2 ans plus tard, en décembre 2022, j'ai fait une suite, parce que d'autres s'étaient essayés un peu à la musique aussi. Il y avait dans l'épisode 2, j'avais parlé de Théo Babac, de la Zizi Kaka mixtape, de Mastu et de Théodore. Théodore qui a sorti un album entre temps, mais c'est pas du rap. Même après, j'aurais pu et en parler quand même, mais j'avais pas envie. Et depuis, j'ai pas fait d'épisode 3. Bon, déjà, parce que bon... On n'est pas sur les vidéos les plus... c'est des vidéos légères, voilà, où on parle de youtubeurs qui rappent, Je me suis dit, ils vont voir la vidéo, ils vont vouloir être copains avec moi. Personne n'a voulu être copain avec moi. Voilà, ça fait des années que je suis seul. Non, mais voilà, vraiment, depuis l'épisode 2, j'avais pas juste assez de matière pour faire un épisode 3. Puis j'avais déjà plus ou moins tout dit dans les 2 premières vidéos, ça aurait fait un peu redite. Mais... entre-temps, Big Flo et Oli ont annoncé un nouvel album. Alors, de base, je m'en fous un peu. Même s'ils avaient annoncé que ça allait être un album 100% rap. Bon, voilà. Puis je dors. Puis je pisse aussi. Eh ouais mon pote, je suis comme ça. Mais voilà, et il y a des extraits qui commencent à tourner sur Twitter, et il y a un mec qui cite un de ces extraits en disant, j'ai plus les mots exacts, puis je pense pas que je vais retrouver le tweet, mais en gros il disait, oh les gens sont un peu durs quand même, c'est pas trop mal pour du rap de youtubeur. Sachez que j'ai pas un front comme ça. Regarde, c'est le grand angle, regardez, si je me mets là. Oui, mais quand tu t'adresses à mon fond, y'a du respect. Il fait plus de 200 mètres carrés. Regardez là. Allez. Ce truc-là qui a été dit et que j'ai vu en plus popper un peu à droite à gauche, ça a mis le doigt sur un truc que je ressentais sur la musique depuis pas mal d'années, et je me suis dit, bam, ça me donne envie de faire une vidéo et d'en parler. Bon alors après, j'ai pas non plus trop la motivation de faire une vidéo entière sur Big Flo et Oli. Quand j'ai fait la vidéo sur Damso, il y avait beaucoup d'amour avant la haine. Là, ça sera peut-être l'inverse. Devine quoi? Mais dans tous les cas, c'est pas une vidéo dédiée que à Big Flo et Oli, près une bonne moitié de la vidéo. Mais avant, on va parler de 3 youtubeurs qui s'essayent ou qui se sont essayés à la musique avant le bouquet final, et de répondre à cette question, est-ce que Big Flo et Oli c'est du rap de youtubeur? Et si oui, est-ce que ça l'est toujours aujourd'hui? Karma. Apparemment ça veut dire karma, et tout le monde entend common. Vous croyez au karma? Moi pas du tout. Non, puis franchement quand je vois Donald Trump, Poutine ou autre, je me dis non, le karma ça n'existe pas. Dans tous les cas, vous regardez le 3e et ultime épisode du rap de youtubeur. Bon, personne l'avait demandé, mais bon voilà, c'est là, c'est... Dans mon petit potager, ça pique rap. Du melon, de la tomate, la betterave. Ils sont mignons comme tout. 2 petits garçons qui sont frères. Mince, j'aimerais tellement acheter des choses illégales sur le darknet, mais comment faire pour que mon agent du FBI ne le sache pas? Ne t'en fais pas, honnête acheteur, j'ai une solution pour toi. Et c'est CyberGhost VPN. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde et une note excellente sur Trustpilot, c'est l'un des meilleurs VPN du marché. En un clic, il chiffre vos données et masque votre localisation, ce qui permet de naviguer en mode ninja. Ouah, j'en fais trop. Loin des regards indiscrets. Trop chouette! Grâce à CyberGhost VPN, je peux faire ce que je veux sans que mon agent du FBI soit au courant. Mais où il est? Mais comment fait-il pour être aussi anonyme? Pas possible! En plus, CyberGhost permet de contourner les restrictions géographiques. Par exemple, pour accéder à des sites géobloqués en France, qui permettra d'acheter en toute discrétion des AK-47 de Russie, des FAMAS français, ou encore du fentanyl. Oh, trop chouette du fentanyl! J'ai toujours rêvé de devenir un zombie comme ceux qu'on voit dans les rues américaines.
Et pas seulement pour faire des achats malins. Si vous voulez accéder au catalogue américain de Netflix ou encore 50% de contenu supplémentaire sur les plateformes comme Amazon Prime, Disney, etc. et encore plein d'autres, c'est fou toutes les choses avec lesquelles on peut se divertir. Il vous suffit de choisir l'un des plus de 100 emplacements proposés avant de naviguer pour choisir et rediriger tout votre trafic via leur serveur sécurisé. Et tout ça jusqu'à 7 appareils différents que vous pouvez utiliser simultanément et que vous pouvez partager avec tous vos amis. Yes Ma commande de Fontanelle arrive demain. Mais non, moins 50% sur les Indonésiens de 6 à 8 ans. C'est une offre de dingue. Tu me le prêteras? En ce moment, ils proposent 83% de réduction et 4 mois gratuits. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous avez 45 jours pour vous faire rembourser. Tous les liens sont en description, ça aide grandement la chaîne si vous prenez votre abonnement chez moi. Merci beaucoup à CyberGhostVPN de sponsoriser cette vidéo. Alors, dans le premier épisode que j'avais fait en 2020, quand je vous avais parlé de Seb, il avait sorti des sons vite faits à droite, à gauche, des freestyles, des trucs un petit peu plus produits, mais on était encore dans un truc semi-amateur. Puis il avait rien sorti d'officiel en termes de projet. Et un an plus tard, en 2021, il sort la mixtape Crash Test. Ça pouvait être qu'une mixtape, hein. Quand tu t'appelles Crash Test, hein, c'est le nom fait mixtape. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'appelle moi-même Crash Test des versions pas finies de mes vidéos quand je suis sur le montage, que j'envoie sur YouTube pour tester les droits d'auteur, pour prendre de l'avance s'il y a des problèmes à régler. Moi, je vous dis ça, la dernière vidéo, il y a eu 32 claims quand je l'ai posté, mais bon, ouais, c'est... 8 ans que je suis sur YouTube, je sais toujours pas ça, comment ça fonctionne ce truc. Et Crash Test, même si elle étiquette mixtape, qui sert toujours un peu à baisser notre niveau d'attente, à se dire non mais ça va, c'est qu'une mixtape, puis c'est un premier projet, c'est un youtubeur qui rappe, donc faut pas s'attendre à... Et bah même avec ces critères-là, Crash Test, c'est pas... Ah, c'est assez dur. Intonation forcée, public de tâcheron, complexe d'infériorité, conversion à l'islam radical et pilosité incertaine. Ce que j'ai découvert est terrifiant. Allô, Seb, allô, réponds, t'es là. J'ai eu ton numéro, mais je sais pas où j'atterris. J'en prends de la vitesse, votre la vitesse, j'en prends de la vitesse. Être la vitesse, j'en ça paye pas. Il n'y a pas de progression, il y a vraiment pas de progression par rapport à ce qu'il faisait avant. Il force encore sur les multisyllabiques, il cherche encore la rime pour la rime, il essaye d'être performant, d'être technique sur des choses qu'il ne maîtrise pas, et les intonations c'est pas possible, ça fait rap de youtubeur. On s'en souviendra comme un lit, contre Gara, Kim, Compara, qui ouais lâche-moi là, compte à Smack, compte à je me déplace, les bras ballons, je suis stag. Devenir prince, j'en suis pas dans du stag, toi t'es pas là, tu stag, t'aimais pas mais tu stag. Et je sens aussi que dans la voix qu'il prend dans son flow, c'est du Nekfeu. Voilà, on tente une émulation de Nekfeu, là. Bon déjà en plus Nekfeu, c'est pas le truc qui a le mieux vieilli musicalement et humainement aussi. Bon là-dessus, bon... Nekfeu a passé 2 jours en garde à vue après une plainte déposée contre le rappeur pour agression et violence habituelle sur conjoint. Si il y en a, ils vont me dire non mais oui, présomption d'innocence, tout ça. Ça c'est la justice, présomption d'innocence. Moi je suis un être humain, je vois les casseroles qui sortent, ça fait beaucoup. Quand même, ça fait beaucoup. Là, bizarrement, tout le monde crie à la présomption d'innocence. Là, d'un seul coup, le système judiciaire devient infaillible. On attend le verdict de la justice. En France, seulement 1% des plaintes pour violences sexistes et sexuelles aboutissent à une condamnation. Ça me fait la mafia, ça tombe pour violence conjugale. Alors, j'avais été gentil en 2020 quand j'avais parlé de Seb, parce que, premier pas dans le rap, je vois le côté amateur. Puis, même moi, j'étais aussi plus jeune, hein, donc dans le ton, je me voyais pas taper sur un gars avec autant d'abonnés. Il y avait un côté encouragement du conseil de classe. Maintenant, j'ai vieilli. Lui aussi, on peut le dire, ça pue sa mère. Voilà, ça pue sa mère. Crash Test, c'est loupé. Mais en début d'année, Seb est revenu sur cette période, au moment où il a fait cet album, enfin cette mixtape, pour expliquer tout le background, tout le background, tous les coulisses, pourquoi la mixtape s'est fait comme ça, et pourquoi elle est pas... On est en 2018-2019, et ça fait quelques temps déjà que je publie des freestyles sur ma chaîne YouTube, et qu'on me dragouille un tout petit peu en me disant « Fais un vrai projet, Seb. T'as un truc, viens chez nous, on t'accompagne. » Et parmi tous ces gens qui m'ont dragouillé, il y a une maison de disques qui m'a dit les mots que j'avais besoin d'entendre, les promesses que j'avais envie d'entendre, et paf, je signe un contrat d'artiste pour un projet. Je n'ai aucune expérience en dehors de faire des trucs dans ma chambre. J'ai un micro. Voilà. Et je me retrouve très vite dans les meilleurs studios de Paris, avec des bêtes de producteurs, des rétro-plannings, des dates de sortie. On est déjà en train de négocier pour moi avec un tourneur, alors que j'ai encore rien enregistré et je sais même pas encore ce que je vais faire. J'étais pas du tout vu, ni considéré comme un artiste en développement, qui va chercher son style, qui va prendre son temps, etc. J'ai très vite compris que j'avais signé un truc, qui était de faire de moi un espèce de produit. Telle période, on doit avoir tel truc. Prise de parole, c'est tel truc. Et je sentais que j'étais en train de faire un truc où, c'était pas moi, quoi. Résultat, auto-sabotage à mort. J'ai jeté des clips quand ils me convenaient pas. Je refusais tout.
Je jouais pas le jeu. Ça a fini où je parlais au label à coups d'avocat. Voilà, forcément tout ça a joué dans la qualité finale du projet. Quand de A à Z, tu te sens pas à l'aise dans la production de ton projet, très peu de chances d'aboutir à un truc positif, à un truc qui soit vraiment bien. Moi, le seul point que j'ai à redire sur cette vidéo, c'est quand il dit qu'il est endetté de 40 000 €. Je suis encore endetté. Et quand bien même, c'est pas le débat parce que je suis même pas obligé de le rembourser. Juste, j'ai jamais touché 1 € quoi en faisant ça. Donc pour moi, c'est pas une dette, et je pense même c'est un sacré braquage ce que t'as fait. Parce que je pense pas que ton premier projet aurait généré 40 000 € de bénéfices nets direct dans ta poche. Après, c'est pas le détail de combien il a touché après avec impôt, mais dans tous les cas, je pense pas que ton premier projet aurait généré autant d'argent. Même dans les meilleures conditions en totale indépendance. Et déjà, juste ça, la vidéo était intéressante. C'est la première fois, je crois, qu'on a les retours d'un youtubeur qui essayait la musique en maison de disque. On n'a pas tous les détails, on a les grandes lignes, mais la vidéo s'arrête pas là. Après, il nous explique que voilà, il a fait une pause dans la musique, puis il a commencé à s'y remettre petit à petit, puis il a rencontré les bonnes personnes. Tu commences à voir arriver petit à petit le truc. Oui. C'est pour promouvoir un nouvel album. Ouais. Ah donc tout ce drama là, c'est vraiment juste agité sous nos yeux dans l'espoir de nous promouvoir le nouvel album rap du youtubeur Seb Lafrite. Oui, c'est ça, oui. Après, philosophiquement, d'une certaine manière, c'est une façon de parler de quelque chose de négatif pour mettre en valeur quelque chose de positif, un nouveau départ, une nouvelle création. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, tout est fait à partir des cendres de nos échecs passés, le yin, le yang, une main lave l'autre, mais elles se rejoignent pour laver le visage. Ta gueule, voilà ta gueule, hein, c'est... Merci beaucoup à Nathan Barbier pour ce caméo totalement inutile. C'est le monteur de Vald. Je suis déjà comme ça en contact avec Nathan Barbier. Et oui, vous connaissez Nathan Barbier pour tout un tas de montages. Donc voilà, il annonce le premier vrai album de sa carrière en totale indépendance, avec les gens qu'il voulait, dans les timings qu'il voulait, dans les conditions optimales à tous les niveaux, pour sortir Backpack. Incroyable. Déjà, le titre me casse les couilles. Et c'est quoi cette cover aussi? Alors, je vais en parler plus tard dans la vidéo, mais on dirait une cover d'un single de Big Flo et Oli de 2016, où ils vont nous parler de comment ils sont nostalgiques du lycée qu'ils ont quitté il y a 2 jours. Non mais Oli, tu te souviens de la cour de récré? On jouait avec les billes, tout ça. Single de diamant. Ah bah bravo, on a rien vu venir. Bon, je vais pas teaser le truc pendant 50 ans. Backpack, c'est pas bien. C'est pas bien. Dès la tracklist, on pouvait s'en douter. Hein, c'est quoi cette tracklist de YouTuber gaming de 2014? Nouvel arc. Gotham. XP. Seb, t'approches des 30 ans. Même la description du projet sur Apple Music. Alors ça, il y peut rien. Ça, c'est des gens chez Apple Music. Mais waouh, la description, c'est: le rappeur YouTuber revient distiller sa trappe mélancolique. Déjà, je lis ça, je suis de mauvaise humeur. Mais à qui est destiné ce projet? Bon, après, le projet, quand il commence, ça part pas trop mal. Dans l'intro, quand il chantonne, sous autotune, franchement, ça va. Tu sens qu'il a un peu de mélo sous le pied. Même dans d'autres morceaux du projet, il y a quoi? Il y a Gotham ou Insomnie aussi au niveau de la mélo. Ça va. Tout droit, pas de faux départ. Je compte bien rester maintenant qu'on est là. Let's go, reste comme je laisse vivre, je laisse venir, jamais. J'avance, le monde s'effondre autour de moi, mais j'avance. Mais ça marche pas tout le temps non plus quand il chantonne, malheureusement pour lui. Et quand il rappe, je trouve ça encore moins bien. Seb n'est pas un bon rappeur. C'est les mêmes problèmes que sur Crash Test. C'est assez basique, assez banal, assez chiant. Non, après, le seul son pas trop mal quand il rappe, c'est le morceau XP. Je me dis souvent que la vie c'est qu'un jeu. Et te souris, mais la vie c'est caché. Y'a pas qu'une seule façon d'agir. Mais là, vraiment, sur la voix, le flow, l'attitude, c'est encore une émulation de Nekfeu. L'émulation de Nekfeu la plus réussie de sa carrière. Mais c'est toujours pas un truc qui lui est propre en termes de style. Et c'est le problème aussi sur plein d'autres sons du projet, en termes d'identité. On voit beaucoup les influences. Quand le morceau System s'est lancé, j'ai cru que c'était un morceau de tuerie au début. Ouais, ça me tape sur le système. Je me laisse aller, je suis dans le suspense. Il y a tant de vie dans ta maison, j'aimerais que tes mains sèchent mes yeux. Et dans le style, dans le choix des prods, ça fait un peu daté, même si c'est pas horrible non plus. Mais tout Backpack fait malheureusement album de youtubeur. En mieux réussi que Crash Test, oui. Bon, c'était pas bien compliqué non plus. Et ça, je le sens beaucoup par exemple sur Sobre et Sous. C'est terriblement ça pour moi. Rap de youtubeur, c'est quoi? C'est ça. Y'a rien à manquer donc on s'explose. Je me prends la montée dans la tête. J'avais pas prévu de faire la même chose. Tu bouges pas ta tête? On va pas se forcer. Alors après, j'avais pas d'attente non plus sur la musique de Seb Lafrite, je m'attendais à pas grand chose, je suis pas déçu. Avec quand même sur 2-3 points mieux que j'aurais pu espérer, tu vois. Mais la chose par contre que je trouve ultra dommage, c'est que Seb raconte
rien sur lui. Même au global, il raconte pas grand chose. C'est pas très bien écrit, c'est assez basique au niveau de l'écriture, ça a pas beaucoup de personnalité, il y a pas beaucoup de saveur hein, sur cet album dans ce qu'il raconte. Et pour un youtubeur qui principalement fait des vidéos sur des légendes de la musique, sur leur parcours, leur album, il écrit sur ça, il structure un propos autour de ça. C'est son taf de trouver des tournures de phrases intéressantes pour aller au-delà d'une lecture de page Wikipédia. Ben, je trouve ça terrible de rien raconter. Enfin si, il dit à un moment donné, il est fils de prolétaire et ses enfants seront des nepo baby. C'est tout. Fils d'ouvrier, né pauvre. La boucle c'est que mon fils sera né pauvre. Ce soir, pas grand chose à se mettre sous la dent. Je veux dire, il a une vie ultra atypique depuis bientôt 15 ans. Il fréquente majoritairement des personnes ultra atypiques comme lui, hein, qui gravitent dans les mêmes cercles, dans le même monde que lui. Il voyage énormément, il fait partie des 1% des plus riches de France. Il est en couple depuis 5-6 ans avec l'une des meufs les plus puissantes de l'internet français. Bon, à Skip, apparemment, ils sont plus trop ensemble actuellement. Je sais pas, je suis pas voici. En positif ou en négatif, sur tout ça, il pouvait raconter quelque chose. Comme il avait fait sur Tedium, tu vois, ça raconte un truc Tedium. Je m'attendais à un truc plus poussé dans cette veine-là pour le premier album. Et c'était l'occasion de se confier, de faire sa séance de psy en musique, comme le font plein d'artistes. Que Seb soit un mauvais rappeur, un gars qui rappe pas très bien, pas très original, ça m'étonne pas. Mais qui n'ait rien à raconter, oh quand même. Vous voyez Yvan Cardona à Saint-Etienne? Non, bah non, personne ne voit. Bah c'est un joueur de Saint-Etienne. Et bah je me doute que lui, il doit être assez envieux de Bradley Barcola, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, tout ce qu'ils font en première division avec le PSG. Et bah moi là, je suis un youtubeur de 3ème division. J'écoute l'album de Seb, à aucun moment j'ai envie d'être lui. Et c'est pas normal. Voilà, je dis c'est pas normal. Après, un truc original qu'il a tenté, c'est d'avoir un avatar, une sorte d'alter ego pour la musique, avec un paresseux qui lui ressemble, qu'il a fait designer avec un artiste. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Maintenant, à aucun moment je trouve ça marche. Je veux dire, à aucun moment j'oublie que c'est Seb qui fait la musique. Parce que déjà, il s'appelle toujours Seb pour faire de la musique, il a pas pris un pseudo, genre bonjour, je suis Michel le Paresseux, je fais du rap. Non, y a pas ça, c'est toujours Seb la frite. Puis l'identité visuelle, comme j'ai déjà dit avant, le cover, le style, tout ça, ça fait album pour collégiens, lycéens. L'appeler Backpack et tout, peut-être tourner la page du lycée à un moment donné. Alors que l'album, c'est pas ça en plus, c'est hyper dommage. Je sais pas, il y a une erreur de casting. Seb a proposé un truc un peu mieux que j'aurais imaginé, c'est dommage juste que les quelques trucs qui marchent, c'est pas lui, c'est pas son identité. Backpack, c'est pas bien, mais c'est pas non plus un horrible album, un truc affreux. Tu sens qu'il a quand même essayé de le faire avec le cœur. C'est juste une tentative un peu loupée d'un youtubeur qui a beaucoup de moyens. Je pense pas qu'il puisse proposer mieux au niveau de la forme, je pense Backpack de ce côté-là c'est le maximum. Maintenant dans le fond, je suis désolé, ça se bosse. Tu peux raconter des choses sur ta vie, des choses intéressantes, pertinentes, et même si t'as pas envie de raconter des trucs sur toi, des trucs perso, parle de la société ou des trucs je sais pas, mais ça se bosse, parce que là pour l'instant c'est pour moi le plus gros défaut de l'album, et si c'est quelque chose qui te met en difficulté, t'y arrives pas, prends des ghostwriters, comme pour tes vidéos, là-dessus personne t'en voudra et on sera tous gagnants. Un peu de personnalité, s'il te plaît, hein. Là pour l'instant t'es un yaourt nature, sans sucre. Et c'est dégueulasse les yaourts nature sans sucre. T'es venu nu? Où est ta virginité? Je t'explique ma thérapie en mangeant un Kinder Bueno. On vient pas chercher Charlie, c'est Charlie qui nous cherche. Ici c'est Battlefield, ok, Call of Duty. Alors je me suis dit c'est le dernier épisode sur le rap de youtubeur, donc autant en profiter pour parler d'un des pionniers en France qui a été youtubeur et qui a rappé sur sa chaîne YouTube, un gars que la génération Testy Krusty ne connaît pas, Digglix. Legends Online. Non, je rigole, c'est Digglix et aujourd'hui on se retrouve sur GTA 4. Alors Digglix, ça fait partie de la première génération de youtubeurs. La vidéo la plus ancienne sur sa chaîne encore en ligne date de 2011 et à la base, comme l'écrasante majorité du YouTube de l'époque, il fait du jeu vidéo, du GTA, du Call of Duty, du Metal Gear. Metal Gear. Mais quand même, il était noyé dans la masse des youtubeurs gaming de l'époque. Enfin, il y avait vraiment que deux carrières possibles à l'époque sur YouTube, c'est soit le jeu vidéo, soit le podcast. Eh bien salut tout le monde, c'est Diablo X9, comment allez-vous? On se retrouve sur Call of Duty Modern Warfare 2. Bonjour, c'est Cyprien, il y a quelques jours on m'a proposé d'aller faire du Vélib dans Paris. Bah, ce qu'on appelait des podcasts qui étaient, je sais pas pourquoi, j'ai jamais compris pourquoi on appelait ça des podcasts à l'époque. Et l'élément déclencheur qui va le faire exploser sur YouTube, c'est ça. Battlefield 3. Plus jamais je trouverai des sensations comme ça. Je retrouve pas la sensation du début, mec. Même avec des pieds, des moignons. Faut comprendre que dans le contexte de l'époque, en 2011, Call of Duty a quasiment le monopole des FPS en ligne. Il faisait partie des rares jeux avec FIFA et GTA qui te faisaient acheter la console juste pour y jouer. Et Battlefield 3 va être l'un de ses principaux concurrents, au moment où la licence Call of Duty va commencer à décevoir des gens, à partir de MW3. Bon, même certains un peu avant avec Black Ops, mais bon c'était des forceurs. Black Ops c'était très bien. Black Ops 2
aussi énorme classique. On va même pas parler d'un certain Modern Warfare 3 qui nous énerve tous beaucoup ces derniers temps. Et Battlefield 3 va faire exploser DigiDix, mais pas parce qu'il va faire comme les autres youtubeurs, à faire genre des let's play, des tutos, des commentaries, mais parce que lui il va faire des vidéos scriptées, des parodies. Taisez-vous vous deux, ici le colonel Ryan. C'est même pas crédible. J'ai repéré des avions ennemis dans la zone. Ouais, moi je m'appelle Aurélie. Donne-moi ma chance, tu verras. Ça va être souvent mélangé à des situations de tension, épiques, avec du montage, de la musique et tout. C'était l'ancêtre des edits TikTok, voilà. Mais surtout, ce qui va le faire connaître, c'est pas des frag movies. On appelait ça des frag movies. J'ai 40 000 ans dans cette vidéo. Ce qui va le faire connaître, avant tout, c'est les blagues. Il faisait énormément de blagues. Agent DigiDix, il va falloir éliminer de nombreux soldats pour gagner la guerre avec érotisme. Mais d'où tu me parles? Non, je rigole. Bien joué, colonel. Espèce de con! On m'a tiré dessus, je saute. Mon avion est dead. J'en ai marre. Pourquoi vous avez volé ces crayons qui sont à la base gratuits? Oh mon dieu, j'ai eu de la chance. Je suis un homme d'affaires. Et dans toutes ces vidéos d'avant, les vlogs qu'il faisait, les vidéos gameplay, il faisait naturellement des vannes. Sauf que dans ces vidéos-là, ces vannes, elles étaient dispersées à droite à gauche, tu vois. Et en plus, c'était des vidéos qui faisaient pas beaucoup de vues, quelques centaines, quelques milliers de vues. Zéro buzz, tu vois. C'était des vidéos noyées dans la masse. Parce qu'à l'époque, faire des vidéos sur Call of Duty, le marché était bouché, saturé, tout le monde faisait des vidéos là-dessus. Mais sur Battlefield 3, pas tant de gens faisaient des vidéos dessus au début. Donc, on résume, un nouveau jeu qui commence à avoir un gros buzz, pas tant de youtubeurs qui faisaient des vidéos dessus, un concept écrit, marrant, scripté, qui était pas hyper courant en plus sur YouTube à cette époque-là. Ça, plus ça, DigiDix va tout baiser. Coup de pas. Eh commandant, vous voulez une blague? Bien sûr, j'aime les blagues. Call of Duty. Énorme blague. On est sur un humour absurde, très internet du début des années 2010, avec aussi pas mal de refs à la pop culture. Donc une grenade, ça devient une Pokéball, un missile sol-air, ça devient un missile Kinder, et un soldat, ça devient un soldat érotique. Et tout ce champ lexical, cette récurrence de jeux de mots ou de blagues absurdes, ça sera culte en son temps. Le gars, ses blagues faisaient de lui le roi des cours de récré du collège et du lycée. On était entre 1 et 5 millions de vues par vidéo. C'était monstrueux. Là, il était très facilement dans le top 10 des youtubeurs qui faisaient le plus de vues à cette époque-là. On a retrouvé la caméra érotique de votre commandant et c'est vous aussi qui avez volé mes cheveux. C'était moi le soldat allongé par terre. Vous aviez un couteau Toys R Us. Rappelez-vous! Ce n'est pas moi qui ai volé vos cheveux. C'est toi qui as volé mes cheveux. Tout le monde dans la rue rigole et m'appelle Monsieur Propre. J'ai envie de rigoler mais je ne rigole pas. Et un des ressorts comiques de ces vidéos, c'était les imitations, qu'il faisait pour intégrer plein de personnages différents aux épisodes, pour créer une dynamique comique. Je fais toutes les voix, je fais Abdel. Eh vas-y mon frère, truc de fou, à la street. Le commandant. Ici le colonel, et le Père Noël est très lourd. Et on y vient enfin, je sais ça a été long comme introduction, B2O ou encore La Fouine. Viens nous aider à ouvrir le coffre. Non, non, non. Allez, ramène ton zbooba. Qu'est-ce que tu vas faire, bitch? Appeler le FBI? Allez, viens nous aider, il y a peut-être une surprise pour toi à l'intérieur. J'espère qu'il y a ta mère en slip de guerre. Yeah, commandant, c'est Maya la paix. Bien, monsieur le V12, Ospa 12 dans le métro. Et y'a Diablo X9 qui joue des keufs dans le rétro. Il reprenait le flow et l'intonation de La Fouine, le Fouini flow. Fouini flow, yeah, yeah. Je suis un horrible imitateur. C'est de la dish, là, ouais, ils ont pas connu ce bail. J'ai vu des cœurs à la messe. Kermesse. Et l'intonation, le flow du Booba de cette époque-là, à l'époque de Lunatic, Future, à l'époque où Booba rappait en forçant un peu sur son interprétation, comment il prononçait les mots, qui est d'ailleurs resté encore aujourd'hui quand les gens veulent imiter Booba, c'est le Booba de cette époque-là qu'ils imitent. Le savoir est une arme, je suis calibré donc je suis pas teubé. Pour m'endormir, je compte les diamants sur ma Breitling. Ma question préférée, que je vais faire de tout cet oseille. Et DigiDix, il le faisait super bien, ça sonnait super juste. Tu sens que le gars les écoutait beaucoup et qu'il était passionné de rap. Tout simplement parce qu'il avait les codes de cette musique. C'est DigiDix, je vous reçois 5 sur 5 et mon zizi vous passe le salam, commandant. Passe-leur le salam, papa, passe-leur le salam. Hélicoptère, DTR, pommes de terre, je balance du pain pour les pigeons. Que les aigles ne volent pas avec les chiffons. Simplement que les aigles ne volent pas avec les pigeons. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alpha 520, l'hélicoptère trisomique a été abattu. Alpha, c'était un vrai dans le bloc respecté. Non mais je pense en plus si t'étais fan de rap et qu'en plus t'étais fan du jeu, tu devais être en fusion sur les vidéos. Full ref au rap, full ref aux youtubeurs, le tout avec une musique épique et des imitations trop bien, mais c'est exceptionnel. Et une chose en amenant une autre,
et bah il a commencé à rapper à la fin de ses vidéos. Et en soi, c'était pas si étonnant que ça, puisque la première vidéo de sa chaîne YouTube, c'était une parodie de Du Ferme de la Fouine, mais avec que des refs à MW2. On a pris ta team en babysitting. Elle a pris code 6, 6, 6. Elle a pris loi de 1000. Tu sens très vite qu'il a pas beaucoup d'expérience en musique, il sait pas rapper. Non, c'est simple, hein, il sait pas rapper. Comment il court après la prod. Solitude c'est ma cité, trop nordique elle est capitée. Le crime n'est qu'une qualité, même les dragons vont paniquer. Yes, sperme sur la casquette, Eclipse c'est que des sextapes. YouPorn t'a appelé pour commenter des clips de levrette. Vol des ailes comme Infinity, créateur du ciel et de l'immortality. Salado Sèvres, number one du sourire aux lèvres. PCC c'est la marade. Et ça se ressentait au niveau des vues, parce que les vues c'était 3-4 fois moins que d'habitude quand il essayait de rapper. Le public il était pas... Mais ça va pas le décourager, même au contraire, je pense qu'il a dû continuer à pas mal bosser dans son coin, en studio. Il a sûrement, oui, fait des sessions studio, t'imagines, t'es là, t'es ingénieur son, il y a Digidix qui vient de faire une session studio, mais il va continuer à bosser, et dans ses toutes dernières vidéos, il va sortir 2 vrais sons, il va sortir Swag Millionnaire et Game Over. Ça restait l'esprit Digidix, tu vois, c'est... Game over, game over, game over, bitches. Motivation extrême, on est même plus fort que nous-mêmes. J'ai des billets verts, swag millionnaire, Battlefield tu perds, Shrek militaire, j'élimine ta mère, flou héréditaire. Pour le clip de Game Over, il avait mis des extraits du jeu Skyrim qu'il a modé, et dedans il a mis Booba qui fait danser la fouine en costume de bouffon. Et même à un moment donné, il fait danser en slip. En pleine guerre dans le rap français, en pleine période de clash entre Booba et La Fouine. Rien que ça, c'était des petits trucs à l'époque qui me faisaient plaisir, tu vois. J'étais en mode, ah, tu vois, même Digidix, il prenait position dans les clashs. Et en soi, les sons sont vraiment pas dégueux, hein. Pour des trucs faits en 2012-2013 pour un youtubeur qui s'essaye au rap, c'est pas mal. J'arrive dans la partie, sniper headshot dans ta cervelle. Ratio infini, même Einstein, on a eu ses règles. La police me cherche car mon humour est un délit. À force de faire le buzz, je me crois un peu dans Toy Story. Les youtubeurs qui demandent des pouces verts me font juste collerie. C'est pas en faisant le sage que tu deviendras un vrai gorille. Alors oui, il y a un côté parodique, il y a un côté amateur, mais c'est pas mal. En plus, ça a pas tant mal vieilli que ça. Je trouve même que c'est des meilleurs sons que ce qu'il y a sur l'album de Seb. Oui, voilà, c'est... Oh. Et Swag Millionnaire deviendra la vidéo la plus vue de sa chaîne YouTube parce que les gens vont écouter plein de fois le son premier degré. Et je pense, c'est pas déconnant de dire ça, que Digidix a été une porte d'entrée dans le rap français pour pas mal de gens. Les gars qui le regardaient étaient au collège, lycée, c'est le moment où tu te construis musicalement. Je pense, pas mal de gens ont commencé à écouter Booba ou La Fouine à cause de Digidix, parce qu'il les imitait. Et ça, je trouve ça beau, putain, ça c'est beau. Digidix sortira sa dernière vidéo en novembre 2013, ça faisait déjà des mois qu'il sortait plus grand chose, qu'il était irrégulier. Tu sens qu'il était arrivé au bout de son concept, qu'il avait plus trop d'idées, et qu'au lieu d'essayer d'essorer la chose jusqu'à la moelle, au fin fond de son buzz là, il s'est dit ouais bof, j'arrête, c'est bon, j'ai plus rien à dire, du coup j'arrête. Et il a disparu. Disparu? Et quand je dis disparaître, c'est vraiment disparaître, c'est... Il a pas fait les choses à moitié, tu vois, aucune idée de ce qu'il est devenu aujourd'hui, vraiment aucune idée même de à quoi il ressemble, il a vraiment disparu d'internet. Le dernier truc qu'il a publié sous le nom de Digidix, c'était il y a 10 ans, en 2016 sur Twitter, après que son compte s'est fait hack. Il a tweeté un truc en plus, une phase de rappeur, c'est vraiment un truc ego trip. Il a tweeté « Les hackers, j'ai 20 bits et vous êtes vaincus ». Ah, je suis désolé, pour moi c'est une meilleure phase que l'intégralité du dernier album de Sneezy. Je l'ai même pas écouté l'album. Et le fait que Digidix stoppe tout en 2013, je pense c'est une très bonne chose. C'est peut-être la meilleure chose qu'il pouvait faire. Parce que ce qui était sa grande force, son humour, serait vite devenu ce que les gens auraient critiqué. Parce que ce que les collégiens lycéens en 2012 trouvaient marrant, les ados de 2018 auraient sûrement trouvé ça gênant. Je vous parle même pas des ados en 2026, juste respirer, ils trouvent ça gênant. Et c'est normal parce que l'humour, surtout sur internet, c'est quelque chose qui se périme très vite. Ce qui nous fait marrer les trends TikTok d'aujourd'hui de 2026, il y a de très grandes chances que le petit Marceau en 2036 ça le fasse pas rire du tout. Digidix en 2013 arrête au beau moment, continuer dans ce créneau aurait irrémédiablement fait de lui une parodie de lui-même, un youtubeur has-been, puis je pense qu'il avait pas d'idée de concept ou de format pour continuer l'aventure YouTube, c'était à une autre époque aussi, et la célébrité de masse qu'il a eu l'a sûrement vite fatigué, d'où l'envie de juste disparaître. Et le fait qu'il a arrêté au pic de sa carrière a cristallisé autour de lui une aura quasi idéale, tu vois. Ça, une des plus grosses légendes de YouTube. Ouais. Top 5 ou pas? Du YouTube Gaming, top 5, 100%. Son slogan de l'époque, c'était de l'ego trip, c'était Digidix Legends Online. Et ironiquement, il est réellement devenu une icône du début du YouTube francophone, une légende du YouTube français, et l'un des premiers YouTubeurs à rapper premier degré. Et franchement,
c'était pas mal. J'espère qu'aujourd'hui Digidix est très heureux dans sa vie post-internet. En tout cas, il fait partie des pionniers qui ont pavé le chemin à une époque où youtubeur était pas un métier. Et pour ça, merci commandant. Internet ne vous oublie pas. Putain, ouais, je vais chialer, putain, je fais des vidéos sur les youtubeurs que je regardais il y a 15 ans. Me tape pas. Je vais faire le son, vas-y. Alors Anime, je vais pas le présenter, tout le monde le connaît. Enfin, tout le monde en dessous de 25 ans le connaît. Je suis pas sûr que mes parents savent c'est qui. En 2025, il est de loin le créateur le plus regardé sur Twitch. Ah, c'est con, quoi. C'est con. Ah, moi, je cut, on est que 111 000. Il y a un mec qui a dit on est que 111 000. Vraiment. Autant cut, autant aller dormir. Y a plus personne. Et on arrête de me déranger quand je range ma chambre! Aujourd'hui, son buzz s'est stabilisé. Et c'est en vous disant ça que je me rends compte que la vidéo a 1 an de retard. Je l'aurais mis en miniature. Je l'aurais mis en miniature avec marqué pardon Anime. Mais ça, c'était 1 million de vues facile. Ça, c'était tout droit. Je déteste l'argent. Et Anime, à côté de ses lives jeux vidéo, RP et les extraits extrêmement drôles qui font des milliards de vues sur TikTok, il fait du son. Et c'est pas nouveau, il fait ça à côté sur son temps libre depuis le lycée. Bon, après, il est jeune, donc le lycée pour lui c'était à 2-3 ans. C'est pas genre, ça fait 10 ans qu'il fait ça à côté. C'est un 2003, je crois. Bah moi, souvent, les jours où je fais rien du tout, je fais des sons. Et un soir, en live, il fait écouter un de ses sons qu'il a fait comme ça à ses viewers pour qu'ils donnent un avis. C'est un morceau chata, voilà, un petit truc là qu'il a fait sur son temps libre. Parce que moi, le son, il me faisait gaulerie, mais je trouvais pas que c'était un truc de fou. Quand t'écoutes bien, en tout cas, pas sur la version finale du coup, mais t'entends les bruits du frigo derrière. Bébé. C'est abusé. Et tu écoutais sans autotune. Je vais vous montrer la vérité. Bébé, je suis trop nostalgique, temps s'arrête quand ton corps rentre nu dans la chambre là. Les gens adorent et lui disent mais finis le son, il y a un truc. Il finit le son mais il se dit je me vois pas tout seul sortir le truc premier degré, en plus c'est du chata, c'est pas ma culture. Donc vas-y, je vais appeler une artiste, je vais appeler Shady et hop, on va sortir le single et on va voir. Bébé, je suis trop nostalgique, temps s'arrête quand ton corps rentre nu dans la chambre là. C'est un giga hit, ça a été Shambhala. C'est Shambhala, voilà, vous connaissez Shambhala, c'est ça. Ça a fait single de diamant. Voilà. Des fois la musique c'est simple, c'est pas se prendre la tête. Alors il y a forcément la petite expérience de plusieurs années en amateur qui joue, mais il a des facilités. Il sait poser sa voix, il a de la mélodie, il sait faire plusieurs voix pour jouer sur la musicalité, l'harmonie du morceau. Et du coup je trouve ça lui fait pas mal de points avec Digidix. Voilà, qui avait déjà fait la comparaison. Parce que Anime, comme Digidix, c'est un vrai auditeur rap, il a une petite culture, niveau humour, imitation, côté ultra spontané, c'est tout pareil comme Digidix. Moi, c'est pas déconnant. Comme ça, là, pour moi, c'est sa version moderne. Ladies and gentlemen, it's your command aboard Et du coup, suite à ça, en live, il va faire de la musique, il va faire des morceaux comme ça, des ébauches de morceaux, où il va émuler le style de plein d'artistes, ou de périodes, ou de styles de musique. Il y a pas vraiment de limite dans tout ce qu'il fait, il s'essaye un peu à tout. En fait, la limite, c'est son imagination. Et il a beaucoup d'imagination. Ce petit gredin, ce petit chenapan, avec ses grosses lèvres là. Oh. Possessive attitude, je deviens fou quand elle whine sur ma Batman a besoin d'une bad girl. Bébé, un drink nous a trop cool, Zerman, get out. Mélanie, c'est bad girl, baby girl. Tout le monde la connaît, I rule the world. J'ai trouvé le bonheur dans tes yeux. Pourtant tu voulais pas de moi. Plus tard je nous vois deux, avec ma petite fille dans tes bras. J'ai renforcé rien qu'ils ont mis l'œil sur moi. Tu m'as blessé, mal au cœur mais je le dis pas. J'ai trop de tours, j'ai mal à la tête. Père de Yeezy, en gros la vie c'est pas easy. J'prends mon milli, j'donne même un bout à Yuki. Au Pinel 12, dans le trou de balle à Valouz. C'est tellement beau. C'est tellement vrai. Et les morceaux sont souvent efficaces et ou drôles, mais vraiment dans sa manière de reproduire des morceaux, des styles déjà existants, c'est bluffant. Ça lui paraît ultra simple, il a des facilités musicales, tu sens qu'il a pas besoin de beaucoup bosser dans ce délire pour être fort. Et il rappe bien, tu sais, il sait rapper. Il va faire un morceau rap 2010, dans les placements, l'attitude, j'ai vraiment l'impression d'écouter un morceau de 2010. De mes œufs douches sous œufs douches, je garde ta chatte sur Periscope. Pour les F, si je suis trop loin, faut leur donner un télescope. Demi-dozo, dans le dojo, je suis rap bonjour. Je débarque chez ta grand-mère, je dis pas bonjour. Avec le buzz, avec les clips, les michetonneuses de Paris. Ouais, tes rappeurs ont la haine quand je débarque en 2,5, putain. Il a aussi fait le morceau NY.
Je vais pas réussir à le dire. Il a fait aussi le morceau NYC to Paris. Il était en mode Central C, en mode sosie de Central C. Parce que de base, il ressemble à Central C. Ils ont le même skin de base. Mais là, c'est vrai qu'on est plus sur Central Slibar, Central Smicard, Central Ricard. On peut faire ça très longtemps. Money get my respect, don't be fool, be humble. Fuck money, I just buff one, I take it, be humble. Don't talk with this ratty, get the quick calling. Et du coup, bah il est là, il est tout terrain, il fait tout type de musique, et il va mettre en place un truc, un délire, où à chaque fois qu'il va être en live dans un pays étranger, et ben il va en profiter pour faire un morceau sur place, parfois avec un artiste local, et il va clipper le morceau sur place. Et même si c'est souvent pas ce que j'écoute en termes de musique, bah les refrains, force est de le constater, bah ils sont souvent bien. Et il a la science de la top line, c'est un bon top liner. Eh mais la vie, Anime, il chante trop bien, mais il est trop fort. Depuis Shambhala, de toute façon, moi je sais. Et l'autre morceau réussi que je trouve qu'il a fait en plus de Shambhala, c'est le titre là pour le GP Explorer, l'album du GP Explorer. J'ai pas écouté, j'ai pas regardé, j'ai 30 ans. On m'aura invité, je dis pas. Non, le morceau Toute la Night pour le GP Explorer, encore une fois, c'est le refrain. Le refrain, je trouve super efficace. Ce petit sous autotune, il maîtrise. Le champagne c'est toute l'année, les latinas c'est toute la nuit. Non bébé me dis quoi. Maintenant, moi, avec mon expérience sur cette 3e vidéo qui parle du rap de youtubeur et après avoir parlé d'autant de profils depuis tant d'années, l'erreur qu'il ne doit pas faire, c'est de faire un premier projet de musique premier degré. Parce que comme beaucoup de youtubeurs dont j'ai parlé, il a pas d'identité. C'est un excellent imitateur, un excellent émulateur, il singe super bien les autres styles de musique, mais il a encore aucune personnalité qui lui est propre. Maintenant, si un jour il réussit à en trouver une, oui, là, ça pourrait être intéressant. Maintenant, est-ce qu'il a envie de le faire ? Je crois pas. Il a l'air de bien s'amuser à en faire comme ça pour le plaisir en live ou sur son temps perso, et essayer de faire un projet premier degré sérieux pourrait lui gâcher tout simplement son envie, son plaisir d'en faire. Tu sais, passer des semaines en studio, réfléchir à comment construire l'album, les refrains, est-ce qu'on a un hit, est-ce que je rappe, c'est quoi le style de musique qu'on va faire, on appelle quel producteur, j'appelle quel artiste et tout, les clips on fait comment, le marketing et tout, le temps que ça va prendre, ça peut vraiment lui tuer sa candeur à faire de la musique, à faire du son. En tout cas, je trouve au niveau de la musique, il fait partie des créateurs français qui le réussit le mieux en termes de facilité, en termes de top line, tout ça, avec Mister V et Théodore. Voilà, c'est mon top 3 youtubeur qui fait de la musique. Qui l'a demandé? Absolument personne. Mais est-ce que depuis le début, je me serais pas trompé dans cette série de vidéos? Et le meilleur youtubeur rap, que dis-je, les 2 meilleurs youtubeurs rap, ne seraient-ils pas d'abord rappeurs avant d'être youtubeurs? Oh, je dirais en enfer pour tout ça, c'est... Big Flo et Oli, 1, 2 frères. Ma tête bouge tellement fort que je vais me péter le cou. Les mecs se prennent pour les meilleurs mais tout le monde sait que c'est nous. 2 frères, 2 fauves. Alors, pourquoi je parle de Big Flo et Oli dans une vidéo rap de youtubeur? Quand même, c'est pas très gentil. En 2026, tacler encore Big Flo et Oli. C'est bon, c'est has-been de hate là-dessus. Attendez. Reste jusqu'à la fin, Big Flo, ça va te plaire. Bien sûr, qui regarde cette vidéo, il est extrêmement narcissique. Alors, la seule fois que j'ai évoqué Big Flo et Oli sur cette chaîne YouTube, c'était il y a 3 ans, dans la vidéo Les pires feats du rap français, épisode 3, où j'ai parlé de leur feat, de leurs 2 feats avec Trio. Ah, ils ont été très loin dans l'horreur. Oh, il y a des blagues que j'ai fait dans cette vidéo. Je sais pas si j'assume tout encore. Là-dessus, il y a eu Trio à Planète Rap, avec leur guitare, leur djembé et leur sarwell. Non mais là, on est place du commerce à Nantes. Salut, je suis à la rue, t'aurais pas une petite pièce sur toi? Planète Rap, c'est la rue, mais pas dans ce sens-là. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue au spectacle des arts de... Annick est intervenante cirque au sein d'une troupe d'artistes du Périgord. C'est la vie d'hockey. Non mais j'étais jeune. J'avais 27 ans, j'ai aucune excuse. Et j'en ai profité au passage pour faire un bilan du problème Big Flo et Oli. Et ce problème, en gros, globalement, pour résumer, c'est que Big Flo et Oli, qui ont vendu énormément d'albums, ont fait des tournées XXL avec des stades, ils sont partout à la télé, sur internet, mais ce sont les rappeurs que le public rap calcule le moins, et même parmi les plus moqués. 2 petits garçons qui sont frères. Et qui ramènent leur papa à Planète Rap. J'ai pas envie d'entendre Big Flo et Oli, moi. Et ce serait pas juste parce que Oli, aujourd'hui, serait le meilleur rappeur français. Ouais, c'est cardio tout ça, on m'en demande beaucoup là déjà dès le début. Et du coup, est-ce que c'est mérité ou pas ce traitement du public? Et même, on peut aller encore plus loin, est-ce que Big Flo et Oli, c'est vraiment du rap de youtubeur? On crée un gimmick comme tous les youtubeurs ou... Non frère, on n'est pas youtubeur. Pas vrai, mensonge.
Mensonge. Faux décor. Eh bien commençons par le commencement. Alors Big Flo et Oli sont des passionnés de rap, ça tout le monde le sait, ils ont une grosse culture rap, ils en écoutent depuis qu'ils sont gosses, et pas juste des hits qui passaient comme ça à l'époque à la télé ou la radio. Non, ce qui va beaucoup les marquer, c'est les amoureux du texte, des amoureux de la rime, de la technique. IAM, MC Solar, NTM pour les plus connus, mais aussi des artistes qui leur sont contemporains, de quand ils commencent à écouter du rap dans les années 2000, donc c'est Despo Ruti, Orelsan, Kennedy, mais ils vont aussi avoir des refs pas parmi les plus évidentes, pas parmi les plus mainstream, donc c'est Don Choa, KDD, Sully Céphile. Une pensée pour les rappeurs disparus comme Sully Céphile. Et ils vont faire partie des derniers rappeurs à avoir un parcours, à avoir fait genre les 12 travaux du hip-hop. On est vraiment passé par l'école du hip-hop, par la connaissance de la culture. Nous par exemple, on a été formé par un mec qui s'appelait DJ Logilo, qui avait été le premier DJ des Sages Poètes de la rue. On a vraiment fait nos classes dans les open mic, on a fait nos classes dans les battles à l'époque, dans les MJC, dans les assos de Toulouse, etc. Quand je te dis hip-hop, c'est vraiment les 5 disciplines. Ouais. On traînait avec les graffeurs, on avait plein de potes b-boy. Notre meilleur pote, c'est un beatboxer qui a ramené un peu le beatbox au devant de la scène. Et en plus, ils arrivent au début des années 2010, où on a une partie de la nouvelle génération des rappeurs français qui sont en mode retour aux sources du hip-hop. Ambiance redonner ses lettres de noblesse au rap français, tout ça. On prend le rap à la source. Rime sample et flow. Un 995, l'équipe qui chiffre au micro. C'est pour ça que Nekfeu, effectivement, s'acharnait à porter son t-shirt Secret Connection, alors que personne ne lui a jamais rien demandé. Mais il a aussi fait des feats avec eux du coup. Non. C'est des arabes, ça lui fait peur quand même. Ah mais Sneezy est arabe. Ouais, là ça devient dégueulasse. En réaction à la période creuse que traversait le rap français depuis la fin des années 2000, début des années 2010, enfin tout ça avant que Caris vienne rebooter le rap français en sortant Hors Noir en 2013. J'ai déjà un peu évoqué Hors Noir sur cette chaîne YouTube peut-être. Donc sur le papier, tu vois leur background, tu te dis, alors eux, ils vont sûrement faire que du rap à l'ancienne, que du boom bap, du rap pour les rappeurs. Essayer de devenir le rappeur préféré de ton rappeur préféré. Non, du coup, ils sont devenus les Kids United. Ah, le virage à cette époque-là, on l'a pas vu venir. Nos embrouilles, nos galères. Jeunesse influençable, en zik, en sap, problème de santé. Sur la ligne à vos mains, partez. Le temps passe vite, donc faut pas trop tarder. Oh, le premier avion pour Rio. Du gardien dans le frigo. Papa, assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Oli est le numéro 1 rap français. Alors pourquoi sur quasiment toute leur carrière, leur plus gros hit, c'est des chansonnettes, de la variété, c'est même pas du rap, des trucs assez niais, comme pas mal de youtubeurs qui font du rap, c'est des trucs pour cours de récré. Pourquoi ils ont fait ça? Eh bien parce que justement, ce sont aussi des gros fans de variété française et de chansons françaises. C'est Zebda, c'est Cabrel, c'est Trio et encore plein d'autres artistes. Moi c'était Metallica et System of Down, donc voilà, chacun son enfance. Ils sont très hit populaires, légers, des trucs assez accessibles pour le grand public, et même pas par calcul financier, hein, c'est vraiment parce qu'ils aiment ça. Et tu rajoutes leur côté bon élève du hip-hop, et bah ils seront jamais vraiment à l'aise à être vulgaires dans leurs chansons, parce que leurs parents écoutent, leur famille, etc. Puis aussi en province, à cette époque-là, le rap était pas à la mode. Ils vont être en minorité à en écouter et les gens de leur âge vont être parfois méprisants avec cette musique. Ils ont été dans des bonnes écoles de Toulouse, des bonnes écoles privées et tout, donc leurs camarades de classe principalement, ça va être des petits bourgeois. Il y avait ce truc presque condescendant de oh les rappeurs yo-yo, hein, parce que quand on s'adressait à notre public de chez nous, il fallait les prendre par la main. En fait, ils avaient une telle mauvaise image qu'on a dû aussi adapter nos propos et la manière de faire à ce public-là. Donc être vulgaire en musique, ce serait donner raison à ces gens-là qui sont méprisants avec le rap. Valider le fait que le rap, c'est juste plein d'insultes. Et ça a justifié pendant longtemps leur côté très lisse, une musique pleine de valeurs, le hip-hop gentil, grossièrement. Alors je trouve ça assez drôle leur réaction de vouloir plaire à ces gens-là en n'étant pas vulgaire, alors que moi j'aurais été à leur place en tant que rappeur, je pense que je les aurais juste énormément insultés. C'est genre, vous aimez pas le rap? Bah je vous pisse au cul. Je leur pisse au cul. Et les quelques fois où ils ont été colères, grognons, on fronce les sourcils, c'est pas pour vanner ou envoyer des pics sur leurs camarades de classe qui détestent le rap, c'est pour envoyer des pics sur les autres rappeurs, les méchants rappeurs qui donnent une mauvaise image au rap. Parce qu'après leurs camarades de classe, ils se moquent d'eux en faisant des yo-yo. Du coup, c'est sur eux qu'il faut taper. C'est nul, c'est des parodies. Ils font du mal au rap. M'a fait mal au rap, Caris. M'a fait bobo au rap. J'ai mal au rap, là, t'entends? Et ça, les pics qu'ils vont envoyer aux autres rappeurs, ils vont le faire, mais d'une manière... catastrophique. Là, c'est le moment où tu détournes le regard, Big Flo. Tu fais, oh non, c'est vrai, j'ai fait ça. Non mais, Oli, si tu veux marcher dans le rap, aujourd'hui, il faut faire ça. Il faut des grosses bagnoles, des filles. Flo, c'est... Ok, tout le monde nous le dit, ça doit être vrai. Donc on rappe à la mode. Donc on va essayer de rapper à la mode, quoi. Vous inquiétez pas, il y aura pas ça sur l'album. C'est juste un délire, quoi.
Tu veux que je fasse de la trappe, que j'allonge toutes les fins de mes phrases pour faire classe. J'suis pas un gangsta, pas la peine de mentir, j'suis comme toi. On me raconte qu'en ville il ne parle que de guns. Ça boit, ça fume, ça dit wesh ma gueule. Que je fasse des trucs avec mes doigts. Même si en France les rappeurs ne savent pas articuler. Putain, mais dis quelque chose. Pourquoi tu rappes comme ça? On dirait que t'as tes problèmes de respiration. Ils ont du retard sur le flow, ils ont du retard sur les instrus. Je leur baisse tellement leur daronne qu'elles ont même du retard sur leur monstru. Non, parce que là, c'est pas Rof qui incarnait un truc de rue, de street crédibilité, qui envoie des pics à Booba parce qu'il trouve ridicule à jouer au gangster, tout ça. Là, c'est deux petits garçons. Non, je vais pas le faire à la Al Capote. Là, c'est deux jeunes rappeurs qui vont dire à leur public d'adolescents qui n'écoutent pas de rap. Vous avez vu comment les autres rappeurs, ils sont ridicules avec leurs grosses voitures, leurs meufs en bikini et leurs gros bijoux. C'est vraiment des clichés, hein. En plus, nous, maintenant, on a de l'argent et on pourrait avoir des bijoux comme eux. Mais non, on le fait pas parce que nous, on a de l'éducation. On vaut mieux que ça. Bah, c'est sûr, faudrait surtout pas vous confondre avec ces sauvages. Toujours pas de chaîne en or autour du cou. Pourtant, je pourrais acheter la bijouterie. Tu vois, ça c'est un exemple typique. Quand ils sont passés à Rap Jeu, que c'est Oli qui devait poucave un dossier sur son frère. Ouais, exactement. Du coup, il dit, ouais, personne le sait, mais en fait, il est vachement bling. Ouais, bling. Il adore les montres et tout machin. Et il rajoute, mais il les montre pas à outrance parce qu'il a de l'éducation. Et tu fais, putain, je crois qu'on a coupé la phrase d'ailleurs. Ils reproduisaient le mépris qu'ils ont subi sur d'autres rappeurs. Tout ça parce que Maxime, 12 ans, a dit à Big Flo en cours d'SVT que le rap c'était une musique de cassos. Alors l'effet de papillon de baiser là. Et du coup, en réaction, les deux frères vont être d'énormes prouveurs. Non, le rap, c'est bien. Quitte à en faire beaucoup trop. Mais beaucoup trop de tous les côtés. Le rap, on l'a pris très au sérieux. Même trop au sérieux par rapport à notre âge et là où on en était. T'as vraiment le côté scolaire dans ce que ça a de pire, c'est-à-dire que tous les exercices de style qu'un mec qui serait babysitter et qui voudrait occuper un con qui est fan de rap, tous les trucs, bah ils les font. Il y a quand même nous aussi, alors c'est du Eminem du pauvre avec les changements de voix et tout. Ma bouche est un flingue, j'appuie sur la détente. T'as vu les mondes d'un cran, t'as vu le top 50 et tous mes potes d'enfance. Dans leur manière de rapper, c'était très souvent la rime pour la rime, la technique pour la technique, les fast flow, le besoin d'en montrer toujours plus. Genre, vous avez vu, je sais rapper, vous avez vu, je sais rapper. Je rappe, hein, vous avez vu, le rap, j'adore le rap. Comme un youtubeur qui essaye de rapper. Je ferai pas de condensé, je fais danser les comptes sans commencer, sans commentaire. J'ai à peine commencé qu'on entend encore m'a fait ses billes. Veulent soit des conseils, soit commentaires. On n'est pas dans la même catégorie. Il veut limiter les techniques de l'équipe. Tu le sais, j'arrive comme un terroriste. Mais j'ai mis des rimes, mais je n'ai pas de dynamite. They're the same picture. Aussi avec un ton très moralisateur, donneur de leçons, méprisant avec d'autres styles de rap, comme j'ai déjà dit. Ils étaient en mode gardien du temple, gardien des vraies valeurs du hip-hop. À force de justement d'aller dans le commercial, d'aller dans les personnages gangsta et tout ça, c'est là où je dis qu'on s'est un peu sali les mains parce qu'on s'est menti à nous-mêmes et on a perdu nos valeurs. Ils nous parlent de blocs, de globes, de codéine, font l'apologie de la violence et de la cocaïne. Le budget de leur clip, une voiture de loc, une porte en string, une boîte de protéines. Alors les journalistes intello nous prennent pour des guignols. J'entends déjà leur voix amère. Tu critiques encore les rappeurs? Ouais, parce qu'ils racontent encore de la merde. C'est ça que t'appelles faire du rap? Aucun de ces rappeurs ne sont des types respectables. Le rap c'était mieux avant que je comprenne leurs paroles. Ils ont des grosses putes, nous une famille. Ils ont des gros muscles, nous du charisme. Poids lourd contre isomique, à la pesée des kilos. Mais du coup, pour des vrais amateurs et passionnés de rap, c'est contradictoire pour moi. De justement jouer sur le fait que nous, on est des gentils rappeurs, mais c'est un peu dénigré et tout ce qui s'est fait avant, tu vois. C'est que du rap d'héritier, quoi. C'est du rap de bon élève. Sauf que eux deux, c'est pas le bon élève qui essaie d'être pote avec les kanks, c'est le mec qui va les dénoncer au professeur. Vraiment. Eux, tu te dis, mais attends, pourquoi ils sont comme ça, en fait? Parce qu'il y a rien pour contrebalancer. Et t'as Big Flo qui survénère sur un truc qui dit, ouais, ça me désole de voir des connes qui quittent l'école pour faire les folles. Tout ça pour finir enceinte sur un parking. Et tu sais, t'es là, tu fais, mais on dirait vraiment un papy. On dirait pas le mec qui a vu ces meufs-là. C'est ça qui est encore plus triste. Et je trouve ça fou que ces deux gars, lors de leur premier album, ils ont 22 et 19 ans, mais ils rappent avec la mentalité de rappeurs qui ont 40 ans, complètement dépassés par leur temps, par leur époque, qui comprennent pas la nouvelle musique, qui comprennent pas l'arrivée de la trappe, et du coup ils sont pleins de mépris à se dire « Non mais moi c'est le vrai rap, eux c'est pas le vrai rap ». Comme si c'était vraiment leur manière de rester fidèles aux valeurs des rappeurs qu'ils écoutaient quand ils étaient petits. Non vraiment, de tous les côtés, Big Flo et Oli à cette période-là, ils en faisaient beaucoup trop, comme des nouveaux convertis à une religion. Il y a encore, j'étais Nia, je parlais déjà comme un imam. J'étais bizarre, j'étais minable, je lisais le Coran comme une écriture comptable. Je faisais du bruit comme un Châtelet,
Un bruit d'enfer avec mon chapelet. Tout ça, on rappelle, pour plaire à des gens qui n'écoutent pas de rap, en plus, et qui détestent ça, qui méprisent ça. Après, bon, ils étaient jeunes, c'est le contexte, le milieu dans lequel ils ont grandi, un besoin de plaire, et le fait qu'ils étaient jeunes, ça se ressentait aussi dans leur écriture, dans ce qu'ils racontaient de leur vie ou de la vie des autres, parce que bah, ils ont pas peu de vécu, c'était faiblard lyricalement, c'était très en surface, c'était des dissertations de lycéens, faussement profond, vraiment, ça marchait, ça pouvait marcher que sur des ados, comme des youtubeurs qui rappent. Oui. Je m'en fous de la villa sur la mer. Si c'est pour être seul dedans, mes potes me disent fais-le pour nous. Ils me prennent tous pour un fou. Mais aujourd'hui, je laisserai pas de place à la nostalgie. Car aujourd'hui, je regrette hier, demain, je regretterai aujourd'hui. Voisin assassin en pliant 4 fois sur la gâchette. Les volets fermés, oui, le drame s'est passé en cachette. La journée, je m'ennuie, donc le soir, je m'enivre. Je raccourcis ma vie pour avoir l'impression de vivre. Big Flo et Oli font de la musique comme des messages de prévention de l'État. Et cet argument de dire qu'ils étaient jeunes, c'est normal de l'utiliser. À 19-20 ans, bon, j'étais moche, oui, non mais c'est pas ça. Perso, j'étais un immense teubé, mais ça justifie pas tout, parce qu'il y a plein de contre-exemples. Vous le savez peut-être pas, mais Big Flo, il a le même âge que SCH. Ouais, je sais, ça fait un choc là-dessus. Je vais vous mettre les deux photos à l'époque, voilà, c'est la génétique, voilà, voilà, mais l'argent rééquilibre tout ça après derrière, tu vois, maintenant quand il y a Big Flo, D'ailleurs, sachez-le, hein, vous êtes pas moche. Vous êtes juste pauvre, hein, c'est... Mais voilà, en 2015, quand Big Flo et Oli sortent la course des grands, SCH, il sort A7. Je vous ai déjà parlé du même Coughing Baby versus Hydrogène Bomb? J'ai des vampires en bas qui boivent elles sont de Mère Teresa. Bang, 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 bang. Brune, masse, pute, câline, bac, chiche, cocaïne. Et après des contre-exemples, il y en a d'autres. Oxmo Puccino, à 23 ans, il sort Opéra Puccino. T'es comme une bougie qu'on a oublié d'éteindre dans une chambre vide. Tu brilles entouré de gens sombres voulant souffler. Desporuti, il sort à 24 ans Les Sirènes du Charbon. Venez plus chercher des voix pendant les élections. J'ai les basanés pour les niquer le reste de l'année. Chief Keef, à 17 ans, Love Sosa. Je mets tout ça au même niveau. Et Oli, à 17 ans, bon... Je plonge dans le plus sombre de mes songes. Pas le même vécu, encore une fois. Mais j'ai pas spécialement une grande culture littéraire. En moyenne, je dois lire 2 romans par an. L'année dernière, j'ai lu Les Hauts de Hurlevent, avant que le film soit annoncé, donc c'est pas pour faire le prover, voilà, j'ai préféré le bouquin, Ouais, Emily Brontë, franchement, Mais je suis sûr que dans la littérature, il y a aussi plein de grands romans, de classiques qui ont été écrits par des personnes qui avaient 19, 20, 21 ans. Donc bon, être jeune, oui, ça se comprend, mais ça justifie pas tout. Mais Big Flo et Oli ont quand même été pas mal précurseurs. Alors pas dans leur musique, mais dans leur communication. Parce que très rapidement, ils vont naturellement aller chez les youtubeurs et les streamers pour aller faire leur promo. Big Flo est un gros geek, un gros nerd qui passe beaucoup de temps sur internet, et je pense qu'il embarque assez facilement son frère dans son délire. Donc assez naturellement, ils ont envie d'aller chez Squeezie, McFly et Carlito, Popcorn, aller chez les gens qui le regardent. Et aussi, ils ont globalement le même âge qu'eux, donc ça aide aussi pour se connecter, pour se parler et tout. David Pujadas, il a 70 ans, donc le décalage, le tutoiement n'est pas le premier réflexe. Et ce truc d'être un peu partout, il continue aujourd'hui, hein. Dans la même semaine, ils peuvent faire Squeezie, RTL, France 5 et un podcast avec aucun buzz, avec un chauve là. Le chauve là, mets-lui la misère au chauve. Tu viens d'où toi? T'as pas 22 ans. Ton alopécie m'agace. Ils sont partout et quasiment tout le monde, qu'importe la génération, là, savent qu'ils ont sorti un nouvel album. Alors, ils sont multiplateformes, mais plus que ça, ils ont été parmi les premiers à être multiplateformes. Et même si c'est un truc qui se démocratise de plus en plus, c'est pas encore la généralité. Et nous, on faisait des feats avec les youtubeurs quand c'était pas à la mode. On voit tous maintenant et ça se foutait de notre gueule à l'époque. Et globalement, quand ils vont sur internet, tu vois, tu le sais, c'est naturel, ils ont les codes. Et souvent, en plus, ça donne de très bonnes vidéos qui font beaucoup de vues. Et je pense le fait de voir des SCH, NASA, Guide Besbar chez Squeezie, c'est une conséquence de Big Flo et Oli. Maintenant, perso, je les sens beaucoup plus liés à internet qu'au rap français. Je pense que la très grosse majorité des auditeurs rap vont beaucoup les aimer chez leurs youtubeurs préférés, en interview ou en podcast, que aimer leur musique. Je pense que leur public, c'est le chat de Popcorn ou les gens qui regardent les vidéos de McFly et Carlito, c'est-à-dire des gens qui n'écoutent pas de rap français, qui n'écoutent pas de rap tout court. Vous le téléchargez, allez écouter ça, c'est un très bon album de rap, positif, il y en a pas beaucoup. Très bon album. Ou bien Chiné, c'est terrible. J'ai pas ça, je peux pas. Je passe ma vie à Chine. Chine. Tous les jours. On dirait un gag. Oui, on dirait, mec, ça c'est marrant, on dirait Mr V qui imite Kobalade, quoi. L'album, c'est excellent. Ah, j'adore, il est monstrueux. Voilà. La vie de rêve, je l'ai écouté en exclu, il est complètement fou. En général, c'est à ça que je suis hermétique, donc on va voir. Je te dirai tout sincère. Hein.
capuché dans le toute option. La haine quand je regarde le monde. Quand j'écoute Jul, ça me le fait un peu là. J'ai l'impression qu'il sait pas rapper. Est-ce que tu comprends que ça peut donner cette impression quand t'écoutes, t'es là, mais parce qu'il en voit pas, il est pas en train d'enchaîner en mode Oli, tu vois. En mode Oli, tu vois. Ok, je suis chauve, on m'a brisé le cœur, du coup je crois que toutes les meufs, c'est des connasses, motus, connasses. Big Flo et Oli, dans l'image qu'ils renvoient et dans la musique qu'ils ont fait quand même, sont plus des artistes de variété française que vraiment des rappeurs français. Et je les sens beaucoup plus à leur place dans la troupe des Enfoirés sur TF1 que sur le main stage de Yardland. Je les sens beaucoup plus à leur place au Energy Music Awards que dans un top 100 all-time rap français. Et c'est ok, c'est pas grave. Parfois on se rend pas compte qu'on peut renvoyer une certaine image. Même si c'est pas ce qu'ils disent, même si c'est pas ce qu'ils veulent, malheureusement c'est comme ça que l'écrasante majorité du public rap français les voit. Un jour j'irai sur la lune. Un jour j'irai. J'en ai marre qu'on copie les States. Damn, man, à l'american, yes we can. Bienvenue chez moi. Que tu viens d'une grande ville ou d'un petit village. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand chose. Ils veulent pas grandir. À cette époque-là, hein, je parle. À ce moment-là, ils veulent pas grandir. Ils sont trop nostalgiques. Ils sont pas à l'aise avec leur âge, avec leur temps. Et entre leur premier et leur quatrième album, en 7-8 ans, il y a eu une évolution. Mais l'évolution s'est faite avant tout dans la forme. Les clips, les styles vestimentaires, les prods. Et même si c'est un peu moins niais, ça l'est toujours, hein, dans leur manière de faire de la musique, dans leur manière de faire leurs hits, comment ils rappent, ou leur manière de raconter des choses, c'est encore niais. Jusqu'à leur dernier album, Les Autres C'est Nous, sorti en 2022, c'est plus mature qu'en 2015, forcément, mais ça reste quand même très largement le hip-hop gentil. C'était mieux avant, remonter le temps. Je suis qu'un fan qui a des fans. T'es qu'un fan qui a des fans. Mais j'ai rien raté, J'étais pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Flash, photo, je signe autographe et contrat. Maman, je suis une star. C'est pour ça qu'on l'a appelé bon élève et qu'on a invité MC Solar qui apparemment, en parlant avec lui, on l'a appris, mais a subi aussi cette image de bon élève du rap. C'est ça, ouais. Alors il y a un morceau sur cet album qui a fait son petit boucan quand c'est sorti, hein, un morceau où il parle de leur rapport à la France, où il parle juste de la France aussi. C'est un son qui est sorti à 5 jours du premier tour des élections présidentielles de 2022. C'est engagé, toi, ils ont des choses à dire. Pourquoi je suis mal à l'aise devant mon propre drapeau? Pourquoi je le vois brandi uniquement à l'étranger ou chez les fachos? Pourquoi ça me gêne moins quand c'est celui de l'Argentine ou bien de l'Algérie? On faisait la guerre pour conquérir l'Algérie, pour conquérir ensuite le Maroc, pour conquérir l'Indochine. Que c'était un crime contre l'humanité. La colonisation, c'est un choc, et surtout, mais c'est totalement inaudible dans la société. Parce que pour nous, ça renvoie au mal absolu. Et c'est pas la manière dont on voit la France. Les Français n'ont pas à se sentir coupables de ce que leurs aïeux ont fait. Ils doivent juste le savoir, en avoir conscience, et ensemble, dépasser tout ça. La police, celle des sales bavures ou celle en première ligne à l'hyper-cachère? Tu ne mets pas en parallèle la police qui a littéralement tué des gens, tuer des civils, des citoyens, en parallèle avec faire son job, que j'aimerais pas faire, mais faire son job. Briser le plafond de verre, au lieu de pointer les différences de chacun, se concentrer sur tout ce qu'on a en commun. Et vous avez vu, la France, sacré bordel, hein, tout ça, hein, c'est... Sacré bordel, c'est affreux. C'est une catastrophe. C'est du rap de macroniste. Tu sens tout le long qu'ils n'y connaissent rien à la politique, aucune conscience politique. Il n'y a pas eu de réflexion profonde sur les sujets qu'ils abordent. Ils ont une approche très naïve de tout ça. Et c'est très dommage dans un morceau qui se veut engagé, un morceau politique. Tout le morceau, ils bottent en touche. Ils prennent position sur rien. Ils jouent la carte de la neutralité. Ils mettent tout à plat comme si tout se valait. C'est un morceau quasi apolitique. Comment être un artiste engagé quand je sais pas vraiment quoi penser? J'avais fait le constat dans ma dernière vidéo que globalement aujourd'hui les rappeurs mainstream étaient quand même assez dépolitisés. Et ce morceau de Big Flo et Oli, c'est totalement ça. Je veux dire, aucun électeur de Marine Le Pen ou Éric Zemmour veut se sentir dérangé ou être dans un inconfort en écoutant ça. Enfin si, je pense que c'est un super morceau pour Domingo ou McFly qui vont te dire que ah non mais si, ça fait réfléchir. Et quand même, hein, les frangins, ils écrivent, hein. Tu vois, par rapport à Sacré Bordel, justement, moi j'avais trouvé ça cool et ça avait fait résonner un truc en moi, tu vois, de justement le fait d'être français, enfin des trucs assez cool. Maréchal, nous voilà. Et pour des passionnés de rap comme eux, qui répètent quand même assez souvent en interview qu'ils écoutaient Desporuti, la FF, NTM, IAM, KDD, faire Sacré Bordel comme ça, c'est quand même un peu la honte. Faire du hip-hop gentil n'empêche pas de prendre position. Regrette ce que j'ai fait, je crois que j'aurais pu faire mieux. Mais l'erreur est humaine, j'avoue, j'ai fait des erreurs. Prendre position, c'est prendre une pluie de terreur. Bon, un peu de positif maintenant. Il y a quand même sur cet album, peut-être mon morceau préféré de Big Flo et Oli, c'est-à-dire le seul morceau de Big Flo et Oli que j'ai bien aimé.
de toute leur carrière. C'est le morceau, le son préféré de mes potes. Parce que en mode, le son préféré de leurs potes, c'est le moment où ils rappent le plus. Fais péter la basse sur le bazooka, je veux pas passer pour un fou donc je prends sur moi. Je me méfie des autres, je sais même plus pourquoi. C'est un ego trip léger, marrant, ça rappe bien. Même Oli rappe très bien, je trouve. Toute la variation de flow, toute la palette là qu'il présente là, ça marche super bien. Le moment où il fait le pom 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 pelop. Bravo. Bravo. Non parce que faut le dire aussi quand c'est bien. Ça veut rien dire mais j'ai toujours voulu un passage dans un couplet qui commençait par pom 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 pelop. Je suis libre et j'ai le meilleur public de toute la contrée donc rien à cirer de ce que racontent les autres. Mais je suis un monstre. Franchement, je suis un monstre. Mais même dans ce genre de morceau où il donne tout, où il est à son max au niveau rapologique, tout ça, ça me marque pas tant que ça. Parce que ça manque, je trouve, de punchline au niveau du texte, c'est trop léger. Il y a plein de blagounettes, plein de phases un peu marrantes qui sont là, qui traînent, mais il y en a pas tant qui me marquent. Enfin après, c'est le reproche que je peux faire à l'intégralité de leur carrière. Perso, je trouve le texte, à chaque fois, c'est beaucoup trop léger, c'est trop en surface, ça fait trop dissertation de lycéen. Pas sur ce morceau-là, mais c'est trop léger encore une fois au niveau du texte. Et là où d'autres rappeurs vont avoir les mêmes lacunes, bah c'est comblé par une attitude, un charisme dans la voix, un charisme au microphone, une musicalité. Là c'est bien rappé mais c'est trop gentil pour moi. Mais le clip il tue. Franchement le clip où ils vont voir leurs potes et tout, le clip il tue. Je suis déjà parti sur une rythmique plus cotée, tellement en avance que le couplet est déjà démodé. Ça te manque, remet le passage d'avant l'infini. Et je me suis dit que leur musique, ça serait toujours ça. Même quand ils auront 40 ou 50 ans, s'ils continuent à faire de la musique, ça serait toujours ce genre de musicalité, ce genre d'ambiance. Voilà, le hip-hop gentil à son prime. Et c'est pas grave, hein, c'est pas grave, je suis juste pas la cible, tu vois, je continue à apprécier leurs interviews, leurs moments avec les youtubeurs que je regarde, mais voilà, leur musique, ce sera jamais pour moi. Mais leur musique, je pense, ça peut être une bonne porte d'entrée pour des enfants ou des adolescents. Leur discographie, ouais, ça peut être un bon point de départ, tu vois. Genre, je pense, les gens qui ont envie de découvrir le rap, ça découpe des prods, ça pose un peu à l'ancienne, sur de la boom bap, des trucs comme ça, des petits et tout, je pense, premier degré, c'est une bonne porte d'entrée. Peut-être que si j'avais eu 10-12 ans, quand Big Flo et Oli ont commencé le rap, peut-être que j'aurais été fan. Mais bon, quand ils ont commencé le rap, j'avais déjà plus de 20 ans, donc... Et c'est ok, c'est pas grave encore une fois. J'ai l'impression qu'on peut dire les plus grandes dingueries de cette terre, si après on rajoute « et c'est ok ». C'est un peu l'équivalent du « avec tout le respect, nique ». Ça, on va couper au montage. Hein. Et voilà, la vidéo aurait pu s'arrêter là. Hein. Big Flo et Oli, du rap de youtubeur, oui, mais c'est eux qui le font le mieux, donc bon. Tout le monde encore, une fois, c'est Squeezie, Oli, Big Flo. Mais, rebondissement, tadam, ouais, explosion, je vais faire ça au montage. ¿Creéis en el karma? Ils annoncent un album pour 2026. Donc bon, là je m'en fous. Mais ils annoncent un album en disant « ça va être un album 100% rap ». Alors généralement quand des artistes, quand des rappeurs annoncent ça pour leur 5e album, ça fait peur. Ouh là là. Non, on a déjà eu senti la douille hein, avec des maîtres Gims, tout ça. Non, je vous jure, je reviens au rap, là, je vais faire un album 100% rap. Mais l'album sort et je vois pas mal de gens que je connais qui écoutent du rap, qui ont jamais spécialement aimé Big Flo et Oli, et qui disent « l'album, pas mal ». Je me dis « Oh, attends, Big Flo et Oli ?» Bon alors je sais que le frigo il est assez vide là en ce moment dans le rap français, mais quand même, faut peut-être pas abuser, non ? Ça m'intrigue tout ça, donc je vais aller jeter une oreille. A few moments later. Et je vais pas être hyper original, hein, je suis pas le premier à vous dire ça, mais moi qui n'a jamais aimé spécialement un album de Big Flo et Oli, eh bien je trouve que Karma est un bon album. J'aurais quand même préféré les voitures volantes, mais bon voilà. J'avais une boule noire au fond du ventre, je voulais aller la piocher comme Motus, Big Flo mon Horcrux. À l'instant, je viens de faire le meilleur couplet du monde et personne encore l'a écouté, ni dans le jugement ni jugé. Et j'attends que tu viennes, que tu règles mes problèmes. Et j'attends que tu viennes, que tu règles mes problèmes. Je regarde toujours derrière, je vérifie mes affaires comme un parano. J'écoute le son en boucle, en boucle, en boucle, comme un terroriste à Guantanamo. Déjà, je bouge la tête mais je suis pas fier de moi. Et je l'ai vraiment pas mal réécouté cet album. Et j'ai eu envie de le réécouter autant de fois parce que tout simplement les prods elles sont excellentes. L'album est super bien produit tout le long. Et Big Flo a produit tout l'album parce que tout simplement Big Flo est le producteur attitré du duo depuis leur début. Ça fait 10 ans que Big Flo est quasiment sur toutes les prods. Et je trouve ça fou, je trouve ça hyper marrant qu'on en parle que maintenant. Et ça peut se comprendre, tu vois, quand j'ai entendu la prod de Dommage, j'ai pas couru pour savoir c'était qui le beatmaker. La Team Coke, it got no bounce. Et du coup, ça veut dire que Big Flo est encore plus riche que je le pensais. Mais là, Karma en 2026, bravo pour les prods.
La vie et tout ce qu'on lui prend pour acquis. Combien de fois je m'en voudrais le jour où elle sera partie. No te puedo olvidar a mi vida sin sabor. Ça sonne de bon goût, je trouve il y a une sacrée évolution en termes d'identité sur l'album, et c'est pas tant étonnant quand tu regardes leur marque de sap, leur festival, leur boisson, c'est toujours dans les visuels l'identité de bon goût. Et tu sens qu'il y a une expérience, un regard, ils ont travaillé leur œil, tu vois, c'est par rapport aux trucs tendance, à l'évolution de plein de choses au niveau du style, les algos, ce que ça peut te proposer en termes de design, tout ça, et ils ont su piocher un peu à droite à gauche entre les trucs tendance, les trucs un peu plus niche, mélanger tout ça pour essayer d'avoir, de se l'approprier à leur petite échelle. On voit les grosses ficelles, on voit les inspi, mais c'est Big Flo et Oli, c'est visionnaire, c'est Matecito. Ils reviennent de loin, visionnaire, hein, parce qu'au début, ils proposaient des trucs, mais infâmes, mais d'une mocheté sans nom. Ça faisait merch de youtubeurs. C'est, encore une fois, on en revient à chaque fois, c'est un fantôme. Et leurs vêtements étaient en plus pas mal portés par des youtubeurs. C'est sans fin, cette boucle. Et tout ça, ce sens du bon goût, bah, pour la première fois, je le retrouve dans la musique de Big Flo et Oli et sur leur album Karma. Après, je la sens, l'aspiration Carrie, hein. Il y a beaucoup de morceaux qui font très Drake, type beat, ou même Big Flo qui tente de rapper comme Drake. C'est trop Drake, mais à l'ancienne. Tu peux pas me rendre plus heureux? Mais non, mais... C'est mon idole. C'est mon idole numéro 1. Ouais, mais c'est du Drizzy coup... Drake, bro, what's up, man? Ouais, mais ça fait comme si tu pompais sur un ricain, tu vois. Mais on pompe tous sur des ricains, allez. Les clips aussi sont super beaux, de bon goût, ils s'entourent de réalisateurs pertinents, très actuels. Mais encore une fois, ça fait très Drake, Kanye, Travis Scott. Et eux, Big Flo et Oli le font bien. Pas assez bien pour que je vois pas les grosses ficelles, les fantômes derrière de leur inspi, mais ils le font assez bien pour pas que ça me dérange. Et dans le propos aussi, je trouve que c'est leur album le plus intéressant, mais de loin. Oh, de loin. Déjà parce qu'il n'y a pas de morceau storytelling où ils se mettent à la place des gens avec des personnages, comme ils ont fait sur tous leurs albums depuis leur début. C'était, oh, ces morceaux-là, c'était horrible. Ça manquait à chaque fois cruellement de vécu et de recul pour que ce soit pertinent et que ça marche. Et aussi parfois le choix de leur storytelling, oh là là. La chanson française, le rap français manquait d'un morceau où Oli à 19 ans nous parle de l'avortement. J'aurais pu être un grand artiste, un prix Nobel ou un bandit. Naître dans tes bras, voir dans tes rides à quel point j'ai grandi. Le cordon, c'est facile, top 10 des pires morceaux de l'histoire du rap français. Ça, c'est top 10 Oli. Ça, Oli, ça, c'est top 10. Non, ici, ils nous parlent d'eux. Alors, ils l'ont fait sur tous leurs albums, oui, mais ici, ils nous parlent d'eux, enfin, d'une manière intéressante. Enfin, avec un propos intéressant, avec de la substance, avec profondeur, avec maturité. Tout simplement parce que, bah, les deux, ça y est, ils sont dans leur trentaine. Et je trouve ça ironique que ça arrive à leur 5e album. Parce que généralement, un artiste à son 5e album, ah, il a plus rien à raconter, hein, il fait les fonds de tiroir, là, il va faire des chansons sur le bruit du vent. Et en fait, tout ça, ça s'explique, je pense, parce que vu que leur premier album, ils étaient jeunes, et ils avaient pas beaucoup de vécu. Ils avaient même quasiment rien vécu. Là, pour le 5e album, tu sens le poids des 10 ans à être une star, avec les hauts et les bas, et aussi juste le fait de vieillir. Petit à Toulouse, je rêvais de vivre à New York. 3 mois à Brooklyn, je voulais rentrer au minime. Réussir, impossible. La musique, impossible. Pour nous, impossible de se dire que c'était impossible. Mon ex voulait que je me confie, que je vide mes peurs, mais je me livre qu'avec de la musique. Elle aurait dû être beatmaker. Des gars en feu dont il reste que descendre. Des mecs que j'enviais qui ont disparu en décembre. Et le plus intéressant sur l'album, je trouve, c'est vraiment Big Flo. Big Flo qui est la star du projet pour moi. Il y a 10 ans, il était imbuvable, il transpirait le manque de confiance en soi, un complexe d'infériorité. Là, j'ai enfin un rappeur mature dans son propos. Un succès comme le mien, t'imagines pas ce que ça coûte. Beaucoup. De quoi devenir fou. Ton cul me la mettra pas à l'envers, j'en ai vu d'autres, je suis trentenaire. Combien de fois j'ai parlé de fric dans mes textes? Sur mon trot, Oli me l'a souvent reproché. J'ai pas fait tout ce fric pour le redonner à Bernard Arnault. Faut que je m'élève, c'est le retour des textes qui riment. Pourquoi ces fils de pute vivent pendant que c'est Naman qui meurt? Le temps passe vite, j'ai l'impression de souffler les bougies 2 par 2. Trop peur d'être triste, j'ai même pas su lui dire adieu, ouais. Connard, tu m'aimais pas aujourd'hui, tu veux te la jouer bonnard. Tu me passes la pommade, les hypocrites comme toi, je les repère au sonar. Sur Osaka Hotel, nous dire qu'il a beau être millionnaire, une star, être en couple depuis des années avec une meuf qu'il aime, qu'actuellement ils sont tous les deux au Japon, son pays de rêve, dans une chambre de luxe, un rêve qu'il a réalisé et qu'il a tué tous ses rêves de gosse, bah ça l'empêche pas d'être actuellement en dépression. Ça brise sur ton poignet, alors Flo, t'es une star. Est-ce que ça t'a soigné? Ça, c'est fort. Ça, c'est super intéressant dans le propos. Ça raconte plein de trucs. Bon, après, là, c'est horrible de se dire que le gars, faut qu'il soit en dépression pour qu'il puisse me toucher. Faut savoir que le couplet est enregistré sur iPhone. Ah oui, c'est vrai que tu l'as pas reposé. Non, il est enregistré sur iPhone. Vraiment, dans ce moment où je suis sous le cacheton. Il est vraiment pas bien, quoi, tu vois. Non, je trouve que ça rajoute un truc dans le morceau de le savoir. Voilà, ça rajoute de la substance.
Je parle de gâteau depuis tout à l'heure. Et puis dans la voix, le flow qu'il prend, ça fait pas du tout corny, ça fait pas tristesse sur de la tristesse. Je trouve c'est bien dosé, ça marche vachement bien. Ça aurait pu faire chiant. Moi, je le trouve touchant. Cliché de l'artiste instable, 10 cœurs sur piano triste, des pleurs que j'enregistre, appuie sur rec et je chiale. Je trouve ça drôle que ce soit Big Flo qui m'a le plus marqué sur l'album, parce que sur les 4 albums qu'ils ont fait auparavant, Oli était celui qui rappelle mieux. Et c'est pour ça, je pense que pendant longtemps, il a été en partie préféré par leurs fans. Mais ici, Big Flo a plus que rattrapé son frère, et je trouve c'est même le meilleur rappeur de cet album Karma. Crois-moi, je voulais m'en sortir de n'importe quelle manière. Tétanisé dans mon lit, je me suis promis de pas avoir la même vie que ma mère, sur la vie de ma mère. Et ça me fait penser au début de PNL, quand quasiment tout le monde préférait Ademo à juste titre, hein. Ademo sur le monde Chico, je pense que je m'en remettrai jamais. J'ai la haine comme à Mexico, je marche comme à Mexico. Mais à partir de 2016, sur Dans la légende, NOS a rattrapé le retard qu'il avait sur son frère et a même plié peut-être le meilleur couplet du duo avec son passage sur Jusqu'au dernier gramme. Après, NOS disait « Je suis plus Tariq que Nabil », Big Flo lui dirait sûrement « Je suis plus Oli que Florian ». C'est beau, oh, putain. Et les quelques trucs que j'aurais à redire sur cet album sont tous plus ou moins liés à la même chose. Le chauve là, mets-lui la misère au chauve. Oli. Alors je suis un peu un bâtard comme ça là, après avoir encensé un des deux frères, je vais descendre l'autre, mais bon écoutez, hein, c'est le jeu. Hein. Oli, il a sur cet album des phases sur les meufs, j'ai pas compris. C'est pas un morceau, c'est une menace. C'est pas un conseil, c'est une remarque. C'est pas une femme, c'est une connasse. Ici je passe au niveau 4, je deviens Mewtwo. La prod, je vais la mettre à 4 pattes, elle va me faire un MeToo. Pas utile. Non, vraiment pas utile. Plein de variantes possibles qui étaient mieux. Je sais pas pourquoi tu l'as fait et pourquoi personne t'a rien dit. Je sais pas si c'était une tentative de faire des phases hardcore ou choquantes, mais en tout cas, ça tombe à plat, ça ne marche pas. Là, j'ai vraiment juste l'impression que premier degré, il insulte des meufs. Toi, c'est tout. Eh ben écoute, je vais te dire un truc. Ouais. Je m'en veux. Il y a même des amis meufs qui m'ont écrit à moi, tu aurais pu t'abstenir de celle-là. En fait, moi, je pensais pas du tout à une meuf ou à une femme. J'avais juste personnalisé la prod comme si c'était un être humain. Alors, ça se fait beaucoup dans le rap de dire que on va mettre KO la prod, etc. Oui. Enfin, c'est un truc. Mais en fait, je le voyais pas comme une agression envers d'abord les femmes et surtout pas comme une minimisation. C'était mal du mouvement MeToo quoi. Que c'est maladroit. Cette phrase, on aurait pu s'abstenir. Je m'en excuse s'il y en a qui l'ont mal pris. Et tant qu'on y est, il y a aussi le morceau Picasso. Alors, le morceau, très bon morceau en espagnol. En plus, ils ont des origines argentines, je sais pas comment on dit. Tout ça fait très naturel. C'est super. Mais faire une chanson d'amour qui s'appelle Picasso, quand tu sais le nombre de femmes qu'il a détruites, qu'il a abusées, qu'il a agressé ses peut-être ils auraient pu choisir un autre peintre qui finit en haut. Marie-Thérèse Walter a raconté qu'avant chaque séance de travail, Picasso l'a Donc oui, on parle de pédocriminalité, et il l'a peinte des tonnes de fois et l'a gardée sous son emprise presque toute sa vie. Alors oui, après Picasso fait partie des peintres les plus connus de l'histoire de l'humanité, et pas beaucoup de gens savent que c'était une immense merde. Mais ouais, dites-vous qu'en termes d'équivalence, c'est comme s'ils avaient fait une chanson d'amour qui s'appelait Depardieu. Hein, et encore, donc dommage, mais je pense juste qu'ils savaient pas. Oui, Picasso est problématique. Oh, putain, c'est vrai qu'on va se prendre une sauce sur Picasso est problématique. Il faut savoir que dans le morceau, on ne dit pas « je suis un génie comme Picasso ». Oui, on dit « je mélange les images ». Comme tableau de Picasso, comme l'art de Picasso, il a mélangé. Donc quand vous regardez un Picasso, ce que vous voyez en fait, bien souvent c'est des images de femmes battues et d'enfants traumatisés que les collectionneurs s'arrachent à une fortune, comme ce portrait de Marie-Thérèse Walter qui s'est vendu plus de 106 millions de dollars en 2010. Alors attention, il n'est pas question de dire qu'il faut plus exposer Picasso ni en parler, au contraire c'est une partie très importante de l'histoire de l'art. Simplement que c'est impossible de séparer l'homme de l'artiste, précisément parce que c'est sa vie de vampire qui fait son œuvre et qu'on peut pas la saisir pleinement si on occulte ses aspects. Comme Pablo Picasso, je paye avec ma signature. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Mais sinon, il n'y a pas de morceau que je trouve horrible, infâme, inécoutable. Tout l'album est plutôt bon, hein, c'est assez homogène. À chaque fois que je l'écoute en entier, je passe un bon moment. Et en fait, le seul gros point négatif qui me casse les avec eux, et c'est pas nouveau, ça date de 2022, c'est que les deux là, ils sont en mode non mais Oli, c'est le meilleur rappeur français. Et ça, qu'est-ce qu'il le répète et qu'est-ce que c'est chiant. Et si je suis pas déjà le meilleur, bientôt je le deviendrai. Oli. C'est une légende du hip-hop français. Oli est le numéro 1 rap français. Disons que je le cherche, mais en fait, c'était moi le goth. Vu que je suis le premier, je me demande qui est le deuxième meilleur rappeur français. Je fixe le trône, comme si ma place était déjà prête. Mais si j'ai la couronne, ils voudront me couper la tête. Je te coupe la tête, puis je te chie dans le cou. Oli, le meilleur rappeur français.
D'après qui? D'après quoi? Pour tes 4 albums qui ont eu un succès de fou auprès de gens qui n'écoutent pas de rap? Pour vos comptines pour enfants qui passent sur énergie? Moi je suis ouvert d'esprit, hein, mais qu'on m'explique, en fait, qu'on me donne des arguments. Hein, parce que Oli a rappé une fois 10 minutes sur Planète Rap. 11 minutes de rap, c'est légendaire. On est avec toi. Oli marque l'histoire du rap français. Alors oui, je suis le premier à me plaindre que les rappeurs aujourd'hui veulent plus être numéro 1, qu'ils veulent plus être le meilleur rappeur du pays. Et là, Oli fait un truc purement hip-hop, il arrive et il dit c'est moi le meilleur rappeur. Et dans la mentalité, pour moi c'est super. Pour moi un rappeur ça doit être ça. Un rappeur ça doit vouloir être le meilleur, sinon c'est pas un rappeur. C'est un gars qui voulait faire de la musique et il rappe parce que c'est la musique à la mode. Mais c'est pas un rappeur. Et le problème avec Oli, c'est qu'ils le répètent, ils le disent beaucoup premier degré. Parce qu'après il y a les mots, mais faut le prouver aussi. Et franchement, ils auraient juste gardé les deux faces sur le sujet, sur le morceau 44D, c'était largement suffisant. Les deux elles sont bien, et puis voilà, ça suffit pour faire passer le message. Je fais le mec, mais au fond je rêve d'être dans votre top 3. Me libérer de ça, mon chemin de croix. Les meilleurs rappeurs français, sinon qui d'autre? Je le pense vraiment, mais à la fin je rajoute je rigole. Et ici ça m'agace, parce que Oli ne l'incarne pas, et il ne l'a jamais incarné. Le costume est beaucoup trop grand pour toi. Déjà dans l'attitude globale, le charisme au microphone, et erreur de casting. Quand il se met à crier, à s'énerver parfois au micro, ça me gêne. Ça me gêne, ça ne marche pas. C'est déroutant, et plus je rappe, et plus je me sens vivant. On a percé parce qu'on n'avait pas le choix. C'est comme si j'avais dans le corps tous les MC passés par Planète Rap. Je vais te couvrir de bleu, on va te prendre pour un avatar. Si tu dis que t'es pas bavard, ben c'est que tu l'es un peu. Le rap, mon terrain de jeu, et la terre du milieu, moi je me l'accapare. Partout t'es une terreur, chez nous on trouve super sympa. Je sais pas, dans la voix, pour moi, ça manque de vécu. Non, puis vraiment, j'ai écouté trop de rap français dans ma vie pour entendre dire en 2026 que Oli, c'est le meilleur rappeur français. Par pitié, par respect pour cette musique, arrêtez, stop. Enough. Monsieur Enough. Je tiens à rappeler qu'Oli a été un bon rappeur, mais qu'il n'a jamais été un grand rappeur. Et c'est pas les fast flow qui vont me faire dire le contraire, pitié. Il en fait encore sur Karma. C'est le morceau, sur quel morceau qui fait un fast flow là, c'est infernal. Le moment où ils ont coupé la prod dans son fast flow, je me suis dit oh c'est trop là, c'est une expérience sociale. J'étais modeste mais on progresse quand les problèmes oppressent, il ne reste que les prières et les proverbes. On dirait mes obsèques dans mes concerts, on se prosterne, on se connecte, mais je suis tout simple pas beaucoup avec un prophète qui crée des promesses pour être honnête. S'il vous plaît, ça suffit, monsieur, ça suffit. Si ils aiment, frère, il y a des gens, ils font du fast flow encore aujourd'hui. Juste, on n'aime pas ça. Voilà. Moi, j'avoue, j'aime pas ça. Pour au final avoir un truc qui est sur tous les temps, pour faire ta, ça amène pas tant de richesse musicale pour autant me faire kiffer. Et je mets pas le discrédit sur tous les fast flow, genre je suis un anti-fast flow. Non, c'est comme tout, ça dépend comment tu le fais, ça dépend comment tu l'utilises. Il y en a des biens. Par exemple, sur le morceau Deux Frères, NOS, dans son couplet, fait plein de courts fast flow qu'il enchaîne avec des silences. Et ça tue de fou à l'oreille. C'est des fast flow très bien exécutés qui apportent un truc. J'ai grandi dans le jeu, je suis vécu dans la jungle, pas de grand frère. Pas nous a connus tête contre tête, nous a dit je veux un amour en fer. On ne confond pas la F1 et le karting. C'est pas juste rapper pendant 20 secondes comme une mitraillette avec un flow monotone. Des politiques à la télé qui débattent, des vidéos débats, des coups de poing de batte et des patates dans la tête et des bavures et des balles qui se perdent. Le bâtiment c'est devenu banal et des petits qui canent pour que dalle. Il y a ce type tombé de balcon pendant la bagarre pour... Vraiment, à chaque fois dans ma vie que j'ai vu des gens impressionnés par les fast flow, c'était des gens qui écoutaient pas de rap. Oh, t'as vu Eminem, il a lâché 300 mots en 10 secondes. Super. La majorité des couplets d'Oli qui rejoint sur l'album, c'est un vrai truc. Ils sont coupés de moitié. Moi, je disais, Oli, il faut en mettre un peu moins. Comme ça, c'est plus digeste et tout. Et lui, il faisait non, je vais en mettre plus. Prouveur, ben oui, c'est. Oui, mais tu l'as dit toi-même que t'as des choses à prouver. Oui, mais des fois, Oli, c'est un fan d'Eminem. J'allais dire, en fait, Eminem. Enfin, ce que je veux dire, c'est que Eminem, il a le même problème pour moi. Mais Eminem, ça devient parfois indigeste. Ouais. C'est trop. C'est genre. Je montre que je suis un découpeur et je crois qu'il veut se prouver quelque chose à lui-même. Mais ça te saoule le côté. Alors là, pour Oli, j'ai parlé de la forme, mais dans le fond aussi, comme j'ai déjà dit, les textes, c'est trop léger, pas assez de phases marquantes. Alors Oli, c'est très louable dans la mentalité de vouloir être le meilleur rappeur français, mais dans aucun monde, aujourd'hui, tu rappes mieux que Isha, Maïro, La Rafleuse, Infinite, Veust, Untrill, TH, et encore plein d'autres que j'ai pas en tête là. Tu n'es même pas top 10 actuel, et je connais personne qui écoute du rap qui va te mettre dans un top 10 actuel. Et alors all time, j'en parle même pas. Je suis prêt à citer 100 rappeurs meilleurs que toi, et je trouve ça ironique de le répéter autant sur un album où c'est ton frère qui est le meilleur rappeur. Il n'est même pas le meilleur rappeur de sa famille. Alors sur l'album, ils en ont aussi profité un peu pour régler leur compte, cette histoire de Colors qu'ils ont jamais eu. Ça fait des années et des années et des années qu'ils demandent à faire un Colors et on les a jamais calculés. Je suis trop connu pour faire un grunt et je le déplore.
trop commercial pour être invité sur Colors à la croisée des mondes. Pourtant je sais que c'est critiquable. Moi j'ai pas le cul entre deux chaises. Ça là-dessus j'ai pas trop compris parce qu'en vrai Colors des fois je trouve ils font un peu les fines bouches hein, quand tu vois les personnes qui passent chez eux. Bon, pas vouloir que Big Flo et Oli viennent faire un Colors. Et du coup, je trouve hyper stylé qu'ils ont organisé leur propre Colors dans l'atelier de Airbus à Toulouse. Donc en plus, t'as le truc symbolique Airbus, Toulouse. Et le truc avec Colors, ça m'a rappelé leur histoire avec Orelsan qui refusait de faire un feat avec eux, etc. Il fait un peu la fine bouche, Aurel. Il a fait un feat avec Lorenzo et plein d'autres rappeurs ou d'artistes où bon, t'es pas si sélectif que ça dans ses collaborations. Mais après, il s'est passé tellement de temps depuis cette histoire que je pense qu'ils finiront pas le faire leur feat avec Orelsan. Et je trouve ça même drôle aussi que leur album Karma, c'est un meilleur album que l'album d'Orelsan. Et ils ont enfin fini par surpasser leur idole. Ils ont pu le faire, alors dis-moi pourquoi pas nous. Mais du coup, il y a pas qu'avec Colors qu'ils ont réglé leur compte. Ils en ont profité pour régler leur compte avec l'ABCDR du son. Bouh, les méchants journalistes rap. Bouh. À l'époque, l'ABCDR du son et des journalistes hype m'avaient traité, c'était hard. J'avais 16 piges et des mecs de 30 crachaient sur ma passion, jugeant mon personnage trop fade. Là-dessus, je pense au niveau des dates, il y a un problème. Parce que je crois que tout ce qui est ABCDR du son, ils ont parlé de vous lors de votre premier album, La Cour des Grands. Et Oli, t'avais 19 ans déjà à cet âge-là. T'étais déjà majeur. Alors après, ça change rien sur le fait que t'as pu prendre très mal des critiques, et ça c'est humain, bien sûr, ça y a pas de souci. Mais t'avais pas 16 ans. T'étais déjà majeur, t'étais déjà adulte. Et puis toute cette histoire avec l'ABCDR du son, je pense que ça vient de certaines chroniques ou certaines blagues que faisait Yerim. Et puis il y a les rappeurs blancs qui sont handicapés eux-mêmes, comme Big Flo et Oli. Ah. Donc... Ah, ils sont pas handicapés. Ouais, mais enfin, excuse-moi, s'ils sont pas handicapés, qu'est-ce qui explique le... Non, ceci dit, au début, j'ai eu un doute, je me suis dit peut-être c'est de rebeux. Mais c'est vrai qu'entre ça et le 11 septembre, ça aurait fait beaucoup de trucs à te faire pardonner. Alors... Mais Yerim, globalement, il tape sur absolument tout le monde, il fait des vannes sur absolument tout le monde. J'ai déjà aussi un peu bossé avec Yerim, même là je peux même pas vous dire s'il m'aime bien ou s'il me déteste. Ça c'est... Mais je pense que c'est le personnage, il est comme ça avec tout le monde. Mais après voilà, encore une fois, c'est votre droit de l'avoir pris personnellement, voilà. Et cette histoire, ça vous a pas empêché quelques années plus tard de participer à Rap Jeu, où c'était présenté par Mehdi et Yerim de l'ABCDR du son. Comme la fois aussi où Al Capote vous avez vanné et a dit qu'il vous détestait, quelques années plus tard vous avez fait un feat avec lui. Avant qu'Alka m'appelle, j'avais pas aimé les propos qu'il tenait sur nous. Et là-dessus, je sais pas trop quoi en penser de tout ça, parce que j'ai l'impression que vous dites toujours un peu tout et son contraire par rapport aux gens qui vous critiquent. En même temps, ça vous motive, mais en même temps, vous l'avez pris personnellement. Mais en même temps, vous leur pardonnez. Mais en même temps, vous allez quand même en faire une phase dans un morceau. C'est votre droit, encore une fois, mais je n'ai pas tout compris. Moi, ce que je retiens sur le projet, c'est que Big Flo a grave progressé, il est très intéressant. C'est encore même un meilleur beatmaker que c'est un rappeur, alors que c'est un bon rappeur sur le projet, comme je viens de dire. Et à côté de toutes les critiques que j'ai pu faire pour Oli, c'est quand même un bon rappeur sur le projet, parfois intéressant, et il se complète très bien avec son frère. Bref, Karma, c'est un bon album de rap français. Et j'aurais jamais cru dire ça un jour de Big Flo et Oli. Donc c'est déjà un exploit, bravo. Alors ils l'ont dit plusieurs fois en interview, mais ils ont fait ce virage artistique. Alors déjà parce qu'ils en avaient envie, mais aussi un peu par opportunisme, pour éviter de devenir ringards ou des clichés d'eux-mêmes. Et ça là-dessus je pense, le pari il est réussi. Maintenant, moi ma peur, voilà, c'est... Ça y est, j'ai aimé un album de Big Flo et Oli, premier réflexe c'est je me dis... j'espère que le prochain album, ils vont pas me ressortir les trompettes et Julien Doré du frigo, tu vois. Oli, tu te souviens de la maternelle? Oh là, c'était bien quand même, c'était bien. Alors les garçons, vous l'avez dit, ça vous casse quand même un peu les couilles d'autant aimer le rap et d'être si peu considéré par le public rap. Je pense si vous voulez compter dans l'histoire du rap français, il faut continuer à faire ce genre d'album. Du rap quoi, pas de la variété. Je pense de ce côté-là, vous avez assez donné. Ah, vous avez plus que donné. Soprano, on le retient comme une légende du rap français pour ses premiers albums, pas pour Cosmopolitanie, l'Everest ou Phoenix. Ça, c'est sa seconde partie de carrière. C'est la partie TF1, Les Enfoirés, le héros des enfants. Et c'est très bien pour lui. Je veux dire, il était tellement malheureux quand il était plus jeune. Franchement, c'est très bien que maintenant il soit heureux, riche avec sa famille, avec son chapeau là, et qu'il danse sur le plateau de The Voice, tu vois. Vraiment, c'est ça que je lui souhaite. Vous pouvez avoir le parcours inverse et aller chercher enfin vos lettres de noblesse dans le rap français, dans le hip-hop français, histoire qu'on se souvienne de vous pour autre chose dans le rap français que vos hits de kermesse ou les blagues qu'on faisait sur vous. Vous pouvez le faire les garçons. Allez-y, je crois en vous. Vas-y Big Flo. Les filles disent de plus en plus, ton front fait 15 km, mec. Les filles disent de plus en plus, mais ta moustache, ta monture. Mais en tout cas, bravo, parce que vous avez réussi à me rendre curieux pour un prochain album. Karma dans ta gueule. Deux choses que je dirais jamais, c'est impossible et c'est trop cher. C'est terminé, c'est fini. Normalement, je ne parlerai plus jamais de youtubeurs qui rappent ou de youtubeurs qui font la musique. J'ai fait le tour, c'est bon. Les influenceurs.
Voilà, sinon je fais toujours du stand-up, n'hésitez pas à me suivre, voilà et tout. Je vais commencer à écrire un spectacle. Voilà, pour l'instant, je joue toujours principalement sur Angers et un peu sur Nantes. Mais suivez-moi sur Insta, parce que l'actualité, quand ça va arriver, faudra être prêt. Hein. Quand il y aura une billetterie, tout ça, faudra pas se battre hein, en disant « Oh, j'ai pas de place. » Bah oui, hein, tu m'as pas suivi sur Instagram. Ah, Paul Mirabel, il est cuit. Ah, c'est une fin de carrière. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, liker la vidéo si ça vous a plu. Sinon, n'hésitez pas à venir acheter mon prompteur, il est toujours sur Vinted. La promo, elle est grave longue. Ouais, j'ai fini là, c'est fini, je sais jamais comment continuer ces vidéos. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à aller dire à Gabin Elliott que ça marchera jamais. C'est sans espoir, vraiment. Merci encore à CyberGhostVPN d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour obtenir jusqu'à 83% de réduction et 4 mois offerts. On soulève-toi et ta grosse chérie. Stratos. C'est un mardi dans Inception. Déjà que je suis pas touché par grand chose, alors imagine la récession.